bienvenue à toutes et tous, pour un atelier où on va parler de l'entreprise et des violences conjugales. Donc moi, je suis Evan Gallet, il y en a certains, certaines que je connais déjà. Ça fait maintenant 4 ans que je m'engage dans la lutte contre les violences. C'est mon histoire à moi, mon histoire personnelle. J'ai, vécu avec quelqu'un qui était violent, je me suis séparée et en fait, quand je me suis séparée, je pensais que tout allait s'arrêter. Je pensais qu'on allait vivre une jolie vie, on a un enfant en commun, qu'on allait bien s'entendre pour parler, de notre fils et ça ne se passe pas du tout comme ça. Pour la plupart des personnes, en fait, quand on se sépare, la violence peut continuer, changer de forme et du coup, il y a tout un autre pan qui arrive après la séparation. Dans ma vie personnelle, à ce moment-là, moi, j'étais salariée et j'ai perdu mon emploi à cause des violences conjugales. C'était très dur pour moi d'aller au travail, j'avais peur tout le temps, j'étais en accueil clientèle, j'avais peur que mon ex-conjoint vienne au bureau. Quand j'étais au travail, il m'appelait beaucoup, il m'envoyait beaucoup de messages, ça perturbait en fait tout mon travail et je recevais des clientes qui étaient elles-mêmes victimes de violences parce que je travaillais dans la solidarité et du coup, c'était très dur à gérer par rapport à ma situation perso et tout ça m'a amenée à perdre mon emploi. Mais j'en ai créé le mien, juste après parce que j'ai créé une application mobile pour protéger justement toutes les personnes qui ont vécu des violences, qui se séparent et qui veulent se reconstruire. Donc c'est une application mobile qui s'appelle Tiers, vous avez des flyers un petit peu partout si vous voulez en prendre et depuis que je fais ça, donc depuis 2023, j'ai vraiment envie de parler aux entreprises, de leur dire que c'est important, d'aider aussi les collaboratrices, collaborateurs qui peuvent être concernés. Parce que finalement, même si on pense que c'est un sujet qui peut, rester à la maison, qui fait partie du perso, ça va forcément impacter, les personnes aussi dans l'entreprise et impacter l'entreprise ou les collègues, des personnes qui sont, victimes de violences. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'était un atelier pour, commencer à en parler en entreprise si jamais un jour on est confronté à ça. Ou si on a une personne qui est concernée dans son entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en tout cas, moi j'ai envie de vous donner des clés. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de faire 2 documents. Une fiche d'urgence que vous pourrez afficher partout où vous voulez. On pourra discuter ensemble aussi de où est-ce qu'on affiche, cette fiche et un protocole, pour savoir, bah, si j'ai quelqu'un qui est concerné, qu'est-ce que je fais? Donc c'est quelque chose qu'on va construire tous ensemble. Avec, chacun, nos expériences, nos ressentis, les choses qu'on a pu faire ou voir et je vais vous donner aussi des exemples et après ce que je ferai, c'est que je vous ferai une belle fiche, je vous la ferai sur ordinateur avec tout ce qu'on a dit ensemble et vous pourrez l'imprimer, mettre votre logo et l'afficher dans votre entreprise. Donc voilà, je voulais commencer déjà par un tour de table pour savoir, bah, qui vous êtes. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu aujourd'hui et si vous avez des attentes particulières pour qu'on puisse les intégrer dans l'atelier, aujourd'hui? Donc je suis Bénédicte Granier, je travaille à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres et hem et donc moi mon travail c'est d'être, de rencontrer des entreprises de la Savoie, sur tout ce qui est recrutement et RH, les accompagner sur ces enjeux-là et bah, dans les enjeux RH, il peut y avoir, ce type de problématique et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour en savoir plus et puis pouvoir peut-être, conseiller les entreprises sur, dans ces cas-là. Super, merci. Merci Bénédicte. Ben, moi, c'est Aurélia, je suis consultante et facilitatrice. J'ai un passé de directrice des opérations à l'international. J'ai géré beaucoup d'équipes avec des problématiques RH, multiples, mais j'ai été surtout confrontée aux violences sexistes et sexuelles, dans le domaine privé. Autour de moi, j'ai des amis qui, sont même actuellement confrontés. Je suis beaucoup engagée dans l'égalité homme-femme et je fais des ateliers sur, la déconstruction des stéréotypes de genre dans les lycées, par exemple. Et je participe aussi à des initiatives pour prévenir les risques, psychosociaux en entreprise et donc les violences sexistes et sexuelles en font partie et je les aborde notamment par la réalité virtuelle et des ateliers qui peuvent sensibiliser les managers, puisque je forme les managers aux fondamentaux du leadership et je pense que cette question est souvent, occultée et donc ça m'intéresse de comprendre quels outils on peut proposer, à des managers pour savoir réagir et sensibiliser, les équipes. Merci. Bonjour, moi c'est Alexandre, je suis le gérant du hub. Bienvenue chez moi. Très content de t'accueillir Eva. Ce sont plein de
de plein de dimensions différentes, parce que tu es aussi ici. Pourquoi ça m'intéresse ceci? Parce que j'ai affronté dans le passé, j'ai eu des cas à gérer, moi, en tant que leader dans des sites où je gérais une cinquantaine de personnes. De temps en temps, ce sujet arrive et ben, en tant que patron, tes réflexes, bah, tu as les réflexes qui sont le bon sens, mais voilà, avoir quelque chose qui est un peu plus construit, un peu plus structuré et surtout peut-être plus adéquat que ce que j'avais fait à l'époque, bah, moi, je suis très curieux d'apprendre et de comprendre tout ceci. Bonjour à tous, donc je suis Magali Sylvestre, et après en fait une dizaine d'années donc à œuvrer en fait, au sein de la fonction RH, donc j'ai décidé de lancer mon activité donc sous le nom de Maya, où en fait, ma mission c'est tout simplement en fait, de remettre l'humain au cœur, des organisations. Alors ça peut paraître très bateau, comme phrase, mais ça l'est pas du tout pour moi, puisque l'idée c'est vraiment d'accompagner en fait, les organisations, à comprendre par exemple d'où viennent leurs maux, sociaux, les tensions, au sens RH, pour établir l'harmonie et aussi, accompagner les organisations qui sont dans des logiques de transformation, d'aligner, de manière concrète en fait raison d'être, valeurs avec, les pratiques, finalement du quotidien. Et donc pourquoi je suis ici? Justement parce que alors moi j'ai pour le coup jamais été confrontée, durant mon parcours, à ce type de situation et je me suis clairement posé la question: «Mais en fait, qu'est-ce que tu ferais?» Et j'avoue qu'entre la peur de, entre guillemets, «mal agir», parce que c'est quand même un sujet touchy, comment aborder la personne, enfin la victime, concernée en fait par la situation. Voilà et donc je suis là, voilà, pour, me dire, demain en fait, si, au sein d'une entreprise cliente, tu es confronté à cette situation, comment bien accompagner justement cette situation? Merci. Alors moi, c'est Marine, je travaille pour, le groupe, Genie parce que, Alexandre Genie, du coup, il a le hub des Alpes, mais pas que et je suis directrice des opérations. Par le passé, j'ai travaillé sur, les risques psychosociaux. Heu, j'ai déjà dû intervenir dans des moments où il y a eu effectivement des violences, à destination de femmes dans le cadre professionnel et voilà, cette thématique-là en particulier ne m'est jamais arrivée, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose, comment est-ce que je devais gérer dans ce genre de situation? Et l'idée, c'est aussi de savoir à quel point on s'arrête parce que, après il y a la sphère aussi privée et c'est toujours un peu délicat entre, le rapport entre, «OK, je suis au travail, je veux bien agir, mais je peux pas non plus aller, au-delà, de mes responsabilités, de mes fonctions». On faire la distinction entre les 2. Bonjour, donc moi c'est Morvarine. Hem, j'ai créé, mon propre cabinet donc sous mon éponyme et je suis également donc au hub avec, certains d'entre vous ici. Alors pourquoi je suis là? Donc consultante et facilitatrice, j'interviens donc dans le milieu privé et j'ai jamais été confrontée en fait directement sur, en fait à ces sujets-là. Par contre, j'accompagne donc, des équipes, de direction et des pôles aussi, RH, pour lesquels en fait il y a beaucoup de sujets, qui reviennent, autour du sexisme. Et ça c'est des questions, aussi comment les accompagner? Comment être armé? Donc c'est aussi, voilà, enfin apprendre. Je rejoins Alex sur la partie, il y a le bon sens, mais je pense que ça enfin il faut une certaine structure. Hem Et je suis là parce que c'est toi. Merci. Merci beaucoup. Je suis très contente de tous vos partages, je pense qu'on va pouvoir réfléchir ensemble. Je suis aussi là pour répondre à toutes vos questions. Il y a peut-être des choses que j'aurais pas mis, dans les slides ou que j'ai pas prévu de dire, mais si vous avez des questions, je peux vous répondre, en tant qu'experte parce que, je travaille sur ça depuis presque 4 ans et aussi en tant que survivante parce que je sais, ce que j'aurais aimé entendre, ce qui aurait pu me blesser, ce que j'aurais aimé avoir comme aide. Mais hésitez pas en tout cas à me poser toutes les questions que vous voulez. Moi, j'ai pas de tabou par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai décidé de passer la honte de l'autre côté. Donc, je peux en parler sans problème, ne vous gênez pas en tout cas pour poser des questions. Et je sais que c'est un sujet qui est compliqué, mais le but aujourd'hui, c'est de trouver des solutions, aider les personnes à aller mieux et apporter de l'espoir. Donc c'est aussi, je veux plus que ce sujet soit tabou, je voudrais qu'on en parle parce que plus on va en parler, plus on va réussir à régler des situations et permettre à des personnes de se reconstruire, de continuer à travailler, et à avoir une vie, correcte.
par rapport à ce qu'elles ont vécu. Donc merci pour vos partages. J'ai déjà noté des choses, que je vous dirai un petit peu plus tard. Je voulais commencer par vous partager des statistiques, hem, sur les violences conjugales. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais en France, sont près de 244 000 personnes qui sont victimes chaque année. Et ça augmente. En tout cas, c'est les personnes qui sont répertoriées. Si ce chiffre augmente, c'est pas parce qu'il y a plus de violences conjugales, mais c'est surtout parce que la parole se libère et que les personnes sont plus amenées à avancer, à porter plainte. La justice avance aussi, à son rythme. Mais ce que je dis souvent, c'est que, 80 des personnes n'en parlent pas. Et en fait, si on prend les 80 de personnes qui en parlent pas, on arrive presque à 1 million de personnes qui sont concernées. Donc c'est vraiment, un chiffre qui est énorme. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que, les violences conjugales, c'est pas que des violences physiques. Comme on peut avoir certains stéréotypes, je sais pas, dans les commissariats, il y a une image, c'est une femme avec des bleus sur le visage et en fait, les violences conjugales, c'est pas que ça. Il peut y avoir, des violences psychologiques, des violences verbales, des insultes, des menaces. Il y a des violences économiques, ça peut être, empêcher quelqu'un d'aller travailler ou, faire un crédit, sur son compte, pour la priver d'argent ou, bah, lui prendre ses moyens de paiement, donc les violences économiques existent aussi. Les violences administratives, garder tous les documents administratifs et ne pas vouloir lui remettre. Les violences sexistes et sexuelles dont on a parlé et puis, il y a en fait plein de types de violences, pas que les violences, physiques, dont beaucoup parlent et on a aussi l'impression d'être moins cru quand on n'a pas subi de violences physiques, alors que finalement les violences psychologiques, verbales et tout autre type de violence peuvent, créer beaucoup de conséquences aussi après. Donc, la plupart des victimes sont des femmes. Je vais souvent parler au féminin, pas pour invisibiliser les hommes, mais surtout pour coller à la statistique puisque finalement, en fait, ce sont les femmes qui vivent le plus souvent ces situations. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que, la plupart des personnes victimes de violences conjugales ont des enfants. Sur 5 cas, il y en a 4 qui sont, mamans et du coup, ça vient aussi impacter les enfants. Donc presque 400 000 en France, mais il y a une chercheuse qui dit qu'ils sont plutôt entre 400 000 et 4 millions, puisqu'on est toujours en fait, dans ce chiffre de ce qui est déclaré et ce qui existe vraiment et les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale ont plus de chances de devenir soit auteurs, soit victimes. Donc en fait, en protégeant les parents, on va protéger les enfants et empêcher aussi que le cycle continue, au fur et à mesure. Je vous ai mis, les chiffres sur les féminicides. C'est un chiffre qui fait peur, mais il faut quand même en avoir conscience parce que, c'est quelque chose de grave et c'est important d'en parler du fait que ça peut arriver jusque-là. Hem, j'ai, discuté avec une dame qui travaille à la RH de Super U et en fait, elle a mis en place tout un protocole de lutte contre les violences. Avant de mettre en place ce protocole, il y a eu 10 féminicides, au sein des employés, Super U France dans les années précédentes. Donc, des femmes qui sont mortes à cause des violences conjugales et depuis qu'elle a mis en place ce protocole, plus de féminicides. Donc c'est juste à quel point commencer à en parler, même en entreprise, ça peut, vraiment, sauver des vies. En fait, on le dit et ça paraît être un grand mot, mais en fait, juste en donnant de l'info, en étant là, en sachant quoi faire, en sachant orienter, on peut permettre de sauver des personnes et je vous ai mis encore un chiffre, c'est que, dans 37 des cas, les personnes ont pu en parler avec des collègues. C'est pas 0 des cas, c'est quand même 37 c'est quand même un tiers des personnes qui arrivent à en parler et du coup, si on est formé, si on sait quoi faire ou si on a un référent, voilà, on va pouvoir faire un petit pas qui va aider cette personne. Donc c'est aussi important qu'on soit tous formés et qu'on sache tous quoi faire. Donc voilà pour les chiffres. Je vous ai mis aussi des chiffres, plus spécifiques sur les entreprises, sur pourquoi les entreprises doivent agir. Parce que, en fait, c'est un salarié sur 10 qui est victime de violences conjugales. Ça vous paraît énorme, mais c'est le cas. C'est vraiment une statistique, qui est européenne, qui a été faite et dans 55 des cas, ça va impacter le travail. Nous, l'année dernière, on a presque 7 000 personnes aujourd'hui qui utilisent l'application et on leur a demandé, si elles avaient perdu leur emploi, si elles étaient toujours en emploi et dans 50 des cas, elles ont perdu leur emploi à cause des violences. Parce que c'est venu impacter soit des retards, soit des absences, soit une difficulté à se concentrer. Elles disaient qu'elles passaient entre 2 et 3 heures par jour à penser aux violences conjugales pendant qu'elles étaient au travail.
Donc ça vient vraiment perturber aussi, son environnement quotidien et dans 80 des cas, les salariés ne connaissent pas les ressources disponibles. Il y a des personnes qui automatiquement vont se tourner vers des associations, assistantes sociales et cetera, mais il y en a d'autres qui ne savent pas quoi faire et quand on vit des violences, en fait, l'auteur de violence fait tout pour, nous perturber, faire en sorte qu'on ait du mal à réfléchir, en fait, et donc c'est très difficile de trouver de l'aide quand on a plein de choses en tête, qu'on n'est pas sûr de soi, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on a perdu confiance en soi. Donc je vous ai mis ces chiffres-là et j'ai mis aussi un article du code du travail, qui dit qu'en entreprise, en fait, un employeur est censé protéger, ses employés. Donc le fait, qu'une personne soit victime de violences conjugales, en fait, ça vient aussi impacter sa santé et en tant qu'employeur, on est censé assurer la sécurité et le bien-être des salariés. Donc ça fait partie de l'entreprise, même si beaucoup pensent que c'est, maison, travail et que c'est divisé, mais on laisse pas les violences à la porte de chez soi quand on part, au travail. Et s'il y en a qui veulent réagir déjà sur les chiffres? Je moi, la chose qui m'a choqué tout de suite, j'ai dit: «Et 55 des victimes qui disent que ça impacte leur travail». Non mais 45, comment ils font? Les autres? C'est juste pas possible que ça impacte pas. Enfin, je cause, ça doit être 100. Je trouve ça c'est juste dingue, d'avoir ce ah ouais, je pense que c'est juste les autres ne l'ont pas conscientisé que ça avait un impact, quoi. Mais en fait, c'est forcément 100. Et du coup, justement, comme ils sont non-assistance à personne en danger s'ils aident pas, mais s'ils sont pas formés, en fait, ils techniquement, ils n'aident pas. Souvent, Ouais. oui, souvent c'est le cas. Souvent on fait, alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne, vont pas aller voir leurs employeurs parce que, elles se disent: «Bah, c'est mon employeur ou c'est mon manager, je vais pas lui en parler». Mais du coup, le fait de dire, qu'on s'engage, qu'on met des ressources disponibles, bah, ça prouve qu'on va faire quelque chose, donc ça donne de la confiance aux personnes pour aller en parler aussi. Et du coup, comment tu peux accuser ton employeur de non-assistance à personne en danger? C'est après coup que tu peux peut-être te retourner, enfin, tu vois? C'est difficile à faire valoir, j'imagine ça. En fait, je pense que c'est mentionné pour, c'est surtout pour expliquer. Je pense pas qu'une personne qui est victime de violence va se lancer dans un autre procès, parce qu'elle en aura déjà au moins 2 ou 3 autres, derrière, mais c'est pour expliquer, que les entreprises ont quand même un rôle à jouer. C'est pour, vraiment créer un déclic en disant que ça fait pas c'est pas hors de l'entreprise, ça en fait aussi partie. On peut considérer un petit peu la justice et la police, la gendarmerie comme des entreprises, un petit peu? Enfin, je sais pas, mais eux aussi, par exemple, il y a un gros enjeu de formation et dans la réaction des policiers ou des gens qui sont au bout du fil, on sent parfois qu'ils viennent pas assister ou ils ont pas les ressources pour aller aider une femme qui appelle à l'aide. Ça arrive souvent quand même. Ouais, ils sont formés de plus en plus, donc il y a des organismes qui forment, les policiers, les gendarmes. Je vais assister moi cet été à la formation des nouveaux gendarmes à Challes-les-Eaux, donc ils le sont donc en fait, les nouveaux arrivants sont forcément plus formés, même directement dans l'école, ils ont une formation maintenant. C'est récent, donc ça va changer petit à petit. Ça dépend aussi des villes. Ça dépend si c'est des moi j'habitais à Lyon avant et depuis que je suis venue à Chambéry, je trouve qu'on est beaucoup mieux prise en charge, je pense parce que c'est plus petit et que du coup, il y a moins de cas et c'est plus simple. Ils ont été plus formés aussi. Mais mais oui, c'est sûr qu'ils sont aussi considérés comme, des entreprises et doivent être formés, mais ça prend du temps. Et comme c'est un sujet tabou, il faut aussi lever tous les biais, petit à petit et c'est ça, mais c'est comme, dans les violences sexistes et sexuelles, de faire en sorte que, les personnes arrêtent d'avoir des préjugés, sur des personnes victimes de violences. C'est pas parce qu'on porte du rouge à lèvres qu'on n'a pas été victime de violence, c'est pas parce qu'on pleure pas qu'on n'a pas été victime de violence, c'est pas parce qu'on est bien habillé qu'on n'est pas victime de violence et tout ça, en fait, je pense qu'il faut du temps pour que ça soit intégré aussi dans les inconscients, qu'on sorte des stéréotypes. Mais c'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Ça vous va? On avance? Donc du coup, la première chose que je voulais qu'on fasse ensemble, c'était, construire une fiche d'urgence que vous pourriez afficher dans vos entreprises, partout et je voulais donc moi j'ai une idée, de la fiche, idéale, mais je pense qu'on peut l'améliorer tous ensemble et du coup, je voulais commencer par voir, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur cette fiche? Quelles sont selon vous les infos importantes? Et voir aussi du coup, qu'est-ce que vous connaissez
sur, ce qu'on pourrait conseiller et afficher partout pour une personne, victime de violences conjugales. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, sur cette fiche? Est-ce que vous avez des idées, des outils qui existent déjà que vous connaissez? Ce qui me vient, sur les infos, c'est peut-être aussi de repositionner le contexte, enfin, qui peut être concerné parce que, effectivement, enfin, tu mentionnais que les violences ne sont pas forcément que physiques, elles peuvent être aussi, morales et enfin, il y a un truc tout de suite, avec lequel j'ai fait le lien, c'est, enfin, sur la partie, harcèlement, il y a, désormais, en fait, des référents, qui sont nommés en entreprise et du coup, la question, c'est est-ce que du coup, il pourrait pas y avoir aussi des personnes qui soient formées en tant que référents, heu, pour les violences? Alors ça peut être les mêmes qui sont référents en harcèlement, mais ça peut être aussi d'autres personnes, parce que, je pense qu'il y a quand même, tu mentionnais une notion de structure, et je pense qu'il faut être prêt quand même à accueillir, ce type de situation, en fait. Dans le même sens, on pourrait rappeler, en fait, qu'est-ce que c'est des violences conjugales? Parce que des fois, on dit, séparation compliquée, mais en fait, c'est plus Séparation que compliqué. conflictuelle, Voilà. Mmh. Une question de définition, je pense. une définition? Mmh. Quels sont les points d'attention pour détecter, tout simplement? Tu vois, les signaux faibles quoi, un peu: «Faites attention à bla bla bla». Ça peut être simplement juste de conscientiser ceci: «Ah tiens, j'ai vu ça. Est-ce que j'ai une question à poser du coup pour essayer de casser un mur quoi?» Enfin d'ouvrir, en tout cas de dire qu'il y a une possibilité de communication. Voilà, c'est plutôt comme ça que je l'exprimerais. Et du coup, dans ce que tu dis, c'est effectivement d'amener à la conscience que la fiche urgence, elle n'est pas, destinée uniquement à la personne qui est victime, mais justement à exactement aux collègues qui, remarquent, qui ont constaté, des choses et entre guillemets, enfin tous responsables, rappeler ce message-là. Mmh. Est-ce que c'est fiche urgence? Parce qu'urgence, je pense que c'est peut-être l'étape trop tard, tu vois, déjà. Fiche vigilance, tu vois? Qui permet de qui est vraiment pour tout le monde, pour être vigilant et que finalement, on attrape le problème quand il est encore petit, c'est toujours mieux que quand il est grand. Une sorte d'échelle? Parce qu'il y a peut-être aussi la question du déni, où, la personne qui se retrouve dans cette situation, elle se dit: «Non mais ça va», jusqu'au jour où elle se rend compte que finalement ça allait peut-être pas tant que ça. Je sais que le violentomètre crée des déclics, quand il y a des situations où on pensait être dans le vert et en fait on est dans le orange ou rouge et ouais, bonne idée. Est-ce que vous connaissez d'autres choses, Est-ce que vous savez quel est le numéro de téléphone, peut-être, pour, les victimes de violences conjugales? Quel est ce numéro? Mais quand est-ce que tu le fais? Versus, appeler, le 17, tu vois? Mmh. C'est tout le Dans temps. quel cas? Ouais, ça c'est pour tout en fait, c'est le 39 19 et c'est vraiment pour, toute question, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et du coup, en cas d'urgence, c'est le 17. Sachant qu'il y a aussi, il y a un numéro de téléphone où on peut, envoyer un SMS si on peut pas parler. 114 si je me trompe pas. Si jamais dans l'appli, sur Tiret, il y a tous les numéros d'urgence. Oui, c'est 114 par SMS. Donc aussi pour les personnes, qui peuvent pas parler. Et là, ils sont vraiment réactifs? Enfin, tu vraiment quelqu'un, Oui, ils sont réactifs. Après, à partir de quand est-ce qu'ils se déplacent, ça dépend des endroits. À Chambéry, en 3 minutes, ils sont là. Je peux te Mais partager une expérience? ouais. Voilà, du coup, je vous la partage. Tout à l'heure, j'ai pas mentionné et je me dis, ça fait partie aussi, de mon expérience et de mon vécu. Je considère pas que ça soit une violence conjugale, mais il y a eu une forme de violence parce que, en fait, on m'a poursuivie. Donc j'étais salariée dans une société et j'avais, à un moment donné, en fait, j'avais, un portefeuille client et j'avais un client, qui, pendant quelques mois, on ne sait pas pourquoi, il prenait, sans cesse des rendez-vous et tous les rendez-vous, il demandait à ce que je sois présente. Jusqu'au jour où j'ai dit que c'était enfin, je considérais que c'était plus possible. On pouvait pas demander, en fait, des rendez-vous, toutes les semaines, à venir, me rencontrer et j'en ai parlé, donc à mon responsable. Mon responsable avait, décidé donc de le recevoir. Ça a été le cas une fois et pour, dire en gros, d'une semaine à l'autre,
quel est le sujet, quoi? Ça a un peu, mis un certain froid. Ce que ça a provoqué, c'est que cette personne, en fait, a commencé à me suivre quand je sortais donc du travail. J'ai appris après coup que c'était également quand je sortais de chez moi et sur mon lieu de travail, en fait, il s'est retrouvé pendant un certain temps à venir, à ne pas rentrer dans le bâtiment, mais à poster, à l'extérieur. Donc quand on est arrivé à ce stade-là, là, on a fait appel donc, à la police. Comme on était dans le cadre professionnel, ils se sont déplacés pour venir, discuter avec la personne, faire partir la personne et cetera. Jusqu'au jour où je ne travaille pas. Je suis sur mon temps off et donc je suis en week-end et donc je prends les transports en commun. Mais comme après coup, j'ai compris qu'il savait où j'habitais, en fait, il m'a poursuivie et donc je suis montée dans ce tramway, il est monté, j'ai eu le malheur de regarder autour de moi et j'ai vu son visage et en fait, il me fixait et j'allais d'un wagon à un autre, il était tout le temps là Mmh. et là, j'ai pris peur parce que du coup, je n'avais personne. J'étais plus dans le cadre professionnel et là, j'étais toute seule face à moi-même, personne ne me connaît, je suis dans un tramway, qu'est-ce que je fais? Donc je prends l'option de je sors à un arrêt où il y a beaucoup de personnes pour ne pas être seule et j'ai plein de magasins autour de moi. Les magasins autour de moi, j'en ai un qui m'a fermé la porte et j'ai un opticien qui, lui, m'a fait rentrer. Et il avait des portes donc automatiques et il a mis en fait enclenché la porte automatique pour pas que ça fasse entrée-sortie et donc la personne s'est retrouvée derrière, coincée dehors. Mais il est resté dehors. On a appelé la police n'est pas venue. Ils ont dit quoi? Donc j'en arrive ici. La police m'a dit: «Est-ce que vous êtes agressée, madame?» J'ai dit: «Qu'est-ce que ça signifie pour vous, agression? Est-ce que je suis attaquée? Est-ce que j'ai, une balafre sur mon visage? Est-ce que» bah, si c'est ça votre définition, non, je ne suis pas agressée. Je me suis réfugiée chez un opticien et l'opticien était à côté de moi qui a pris, également le combiné en disant: «Ben, oui, enfin moi je la garde ici tant que je la fais pas sortir». Ils sont jamais venus. Donc ma question c'est: jusqu'où on va, en fait? Ça s'est terminé par on porte plainte et cetera, que j'ai dû faire. Faut m'assurer qu'il soit parti, que, ce gentil, opticien me raccompagne, m'emmène au poste de police et cetera et que le lendemain, j'arrive au bureau en me disant: «En fait, stop, niet, quoi» et il y a eu plainte également côté professionnel et donc on a fait sortir après, cette personne donc du fichier client, portefeuille, enfin, qui ait plus du tout de lien avec l'entreprise, et moi j'ai été aussi, délocalisée puisque pendant 6 mois, j'ai été mutée sur un autre site. Pour qu'on ne mais après c'était quid de qu'est-ce que je fais de chez moi, en fait? Et bah, là, la réponse, il y en avait toujours pas. Donc la police n'a rien fait pour le domicile. Et la plainte a rien donné? Et la plainte, en fait, elle a ce qu'elle a donné, c'est que si, ils sont allés chez la personne, ils ont découvert que cette personne, en fait, il y avait une schizophrénie quelque part, en fait, derrière aussi. Donc il y a une maladie. Heu, OK. Pas de mesure d'éloignement? Pas de mesure d'éloignement, hormis, le fait que ça soit enfin, qu'il soit rayé, donc Professionnellement? professionnellement et ça la police lui avait dit: «En gros, enfin vous devez plus vous rendre en fait, dans cet espace-là et on doit plus avoir en fait de plaintes ou de messages, concernant, madame ta ta ta», voilà. C'était en quelle année? C'est à plus de 10 ans? Oui, Oui. oui, oui. J'étais à Nantes, j'habitais à Nantes. Je le dis, c'est la ville de Nantes, les policiers de Nantes, la gendarmerie de Nantes. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais enfin voilà, à l'époque c'était ouais. Enfin, nous, on peut pas, former tous les Et policiers, non. c'est pas possible. Mmh. Après, c'est pas tous les policiers. Moi, à Chambéry, je conseille d'appeler la gendarmerie, Ouais, pas la police. ouais, Ouais, moi, je vais pas à la police, je vais à la gendarmerie. on nous a dit la même chose. Donc en termes d'infos essentielles, il y a des mauvaises expériences, mais en tout cas, il faut quand même appeler ces numéros-là qui sont Et il y censés a peut-être aussi l'utilisation des mots. Enfin, après, c'est dur de dire: «Je suis victime de violences conjugales», ouais, mais peut-être que si elle a je sais pas comment elle a appelé, mais peut-être que si on appelle pour dire: «Je suis en train de me disputer avec mon mari» ouais. ou «Je suis victime de violences, j'ai porté plainte», peut-être qu'on n'est pas
reçu de la même façon, mais je Ouais, sais qu'il y a tout à tout fait. un processus avant d'oser, utiliser les mots. Je sais qu'à Chambéry, ils ont mis un truc en place, à l'entrée du commissariat quand on va, se présenter, on peut mettre son doigt, il y a 2 cases et si vous êtes victime de violence, vous pouvez montrer cette case et du coup, comme ça, on est pris en charge plus vite mais du coup, il faut déjà avoir conscientisé, le fait qu'on était victime de violence et oser aussi en parler. Ça prend du temps, un temps différent pour chacun, pour chacune. Ça m'a fait penser à plusieurs choses. Hem, Quand on est en danger dans la rue, il y a des applis qui existent, qui sont bien. Donc il y a moi j'utilise tout le temps, alors pas quand je suis en danger, mais quand je suis dans une ville que je connais pas, quand je marche la nuit, ou quand je vais dormir, dans une ville que je connais pas, c'est The Sorority. Donc c'est une communauté en fait, vous inscrivez sur l'appli, vous c'est que pour les femmes, il faut mettre sa carte d'identité. Et en fait, il faut accepter la géolocalisation. Ça vous géolocalise en permanence et vous voyez autour de vous toutes les autres femmes qui ont l'application. Si vous êtes en danger, vous appuyez sur le bouton, ça va envoyer une alerte, je crois que c'est à 15 kilomètres autour de vous, pour dire que vous, à tel endroit, vous êtes en danger. Donc là, soit une autre femme vient vous porter secours, soit elle peut, elle, appeler la police en disant: «À tel endroit, il y a une personne qui est en danger». Et il y a plein de filles qui ont été sauvées comme ça. Donc moi j'ai déjà regardé autour d'ici, on est beaucoup. Donc je crois qu'il y a, je sais plus, 300. Ouais, c'est mondial. C'est partout dans le monde. Je crois qu'il y a 300 000 personnes, donc du coup, c'est comme ça, vous avez après l'alerte, vous pouvez appuyer sur l'alerte et moi, des fois, j'en reçois. Et du coup, je vérifie, enfin, du coup, on est plein et des fois même des personnes qui sont pas en danger, qui appuient sans faire exprès parce qu'elles étaient à un moment où elles avaient peur, mais elles reçoivent plein de soutien et ça leur fait du bien, de recevoir plein de gentils messages. Donc il y a cette appli qui existe et après il y a une autre appli qui s'appelle Oomay, qui vous permet de trouver une safe place pour vous mettre en sécurité, comme le gentil opticien. Qui pourraient être référencés dans l'appli. Donc c'est des lieux qui ont dit qu'ils étaient d'accord pour mettre en sécurité des femmes qui se sentaient en danger dans les transports en commun, donc partout en France aussi. Et du coup, il y a des, je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà vu dans Chambéry, mais il y en a pas mal. Il y a des lieux où il y a un petit sticker rouge où c'est écrit «Demandez Angela». Et en fait, quand vous rentrez quelque part et que vous voyez ce sticker et que vous dites: «Je cherche Angela», c'est un nom de code pour dire que vous êtes en danger et du coup, la personne va vous mettre à l'abri. Sticker «Demandez Angela»? Ouais, je vous le mettrai aussi. Donc il est heu, sur les portes des commerces qui ont accepté d'être dans ce dispositif, donc c'est des endroits safe. Je sais qu'à la Cité des Arts, à Chambéry, il y a un sticker, enfin j'en ai vu pas mal, Café WAD aussi, je pense, Wear Divine. Il y a plusieurs safe places déjà, rien que dans Chambéry, où on peut aller se mettre en sécurité et après par rapport à ce que tu racontais Morvarid, il y a, des personnes qui auraient pu t'aider, tu sais, dans les transports quand tu as regardé et tu as vu qu'ils te suivaient. Souvent, les personnes osent pas, aider une personne qui est en danger. Donc il y a des formations qui existent, qui s'appellent «Pour apprendre à réagir quand on voit une situation de violence dans les lieux publics». Ça s'appelle Stand Up, c'est pas du tout Stop. Mais du coup, c'est une formation de 1 heure en visio que tout le monde peut suivre et ça vous apprend à des petits gestes à mettre en place si vous voyez une personne qui se fait agresser. Donc il y a des gestes où vous vous impliquez pas du tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et des gestes où vous pouvez quand même rentrer, ça dépend de comment vous vous sentez, comment est l'agresseur, l'agression et cetera. Mais du coup, ils donnent plein d'astuces et elles expliquent aussi qu'en fait, si personne n'agit, c'est parce que personne ne sait faire. Donc si vous suivez la formation, vous allez savoir faire et en faisant, vous allez montrer une bonne pratique et du coup, les autres personnes autour de vous vont voir: «Ah bah, elle a fait ça, ça a marché», donc pourront aussi le faire, après. Mais c'est un peu en dehors, mais c'est quand même intéressant, de savoir donc je me dis: «Est-ce qu'il faut faire une fiche plus globale sans non plus qu'il y ait aussi trop d'infos?» Peut-être ouais, une liste ressources, quoi. Mmh, Oui, un QR Oui. code. Oui. oui,
c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est Oui, il y a un site internet qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv. Est-ce que vous connaissez, vous, si une personne vient vous voir en vous disant je suis victime de violences conjugales, est-ce que vous connaissez les associations à Chambéry qui pourraient l'accompagner? Oui, Sa Voix de Femme. C'est la seule vraiment spécialisée. Il s'appelle Sa Voix de Femme, c'est comme ça. Donc c'est une association pour toutes les personnes victimes de violences conjugales, mais en tant que proche, on peut aussi appeler ou passer pour prendre des infos. Comme pour le 3919, en fait, si vous êtes témoin d'une situation, si vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler, même si vous n'êtes pas concerné directement, pour dire: «Bah, là, qu'est-ce que je fais? J'ai ça, je sais pas quoi faire». On peut vous donner des infos. C'est pas que pour les personnes victimes, c'est vraiment tous les renseignements et à Sa Voix de Femme, du coup, il y a des accompagnements psy, juridiques et de la présence. On peut aller boire un café tout le temps, il y a une permanence. Si on est toute seule le midi pour manger, on peut aller manger avec les accompagnantes, pas être toute seule. On peut y aller juste se reposer, lire un livre. Il y a une pièce avec des jeux pour les enfants. Donc on peut aller aussi avec ses enfants et elles organisent des groupes de parole maman-enfant, pour les enfants qui se retrouvent dans la situation, qui puissent parler aussi avec des psychologues et des accompagnants pour les enfants et hem et du coup ça elle est ouverte, pratiquement tout le temps. Elle est vers la gare à Chambéry. Donc il suffit d'appeler, dire qu'on a envie de venir et puis on peut y aller. et certains de leurs je pense qu'ils sont bénévoles, mais il y a un ancien gendarme, par exemple, donc ça peut être bien de Ouais. s'entretenir avec eux. Il y a 2 autres assos. Il y a le CIDFF, donc ça, c'est partout en France. C'est donc à Chambéry, c'est plus pour le juridique. Donc vraiment, il y a des juristes qui vont aider à préparer les dossiers, à rédiger, préparer les plaintes et cetera. On peut vraiment poser toutes les questions juridiques, envoyer sa notification au juge aux affaires familiales parce qu'on comprend pas, quelqu'un va nous aider à la relire et cetera. Donc là, plus Chambéry par téléphone, mais sinon partout en France, il y a un CIDFF pratiquement dans chaque assez grande ville et pour les procédures juridiques, c'est l'AVIJ et là, elles vont vraiment accompagner toutes les personnes qui sont déjà en procédure. Donc là, pareil avec l'AVIJ, pour les personnes victimes de violences conjugales, 5 séances de psy offertes et beaucoup, beaucoup de ressources. C'est elles qui s'occupent, donc c'est l'association du tribunal, de Chambéry, donc c'est elles qui sont présentes au tribunal. On peut aller les voir pour, une plainte, décortiquer une plainte, savoir où en est son dossier, hem, lire une conclusion si on comprend pas. Donc il y a une permanence au tribunal et sinon ils ont des bureaux aussi dans Chambéry. Donc il y a ces 3 assos ici et sur le site arrêtonslesviolences.gouv, en fait, il y a un annuaire des associations. Donc peu importe la ville où on est, on peut filtrer et mettre son département et du coup, il y a la liste avec toutes les associations et tous les numéros de téléphone. Donc ça permet aussi de trouver une association au plus proche de chez soi. Beaucoup de choses. Là, j'ai beaucoup découvert, du coup, ce milieu vraiment concrètement et tu vois, CIDFF, c'est pas apparu. OK, Personne nous l'a mentionné, quoi. c'est pourtant l'asso national, c'est fou. OK, sont des femmes et des familles. Donc en fait, il y a le pan violence conjugale, mais elles accompagnent les familles sur tous les types et il y a plus d'actions pour les femmes, donc violence conjugale, mais il y a aussi l'emploi. Donc pour une femme qui va chercher un emploi ou même, moi au début, j'ai été accompagnée pour la création d'entreprise. Donc il y a vraiment plein de volets pour l'accompagnement. Tout le monde peut aller au CIDFF et sinon, Sa Voix de Femme, c'est réservé aux femmes, mais Avige et CIDFF, c'est vraiment pour tout le monde. Ça me paraît Si elle est, affichée, il y aura aussi les personnes qui, sont plutôt auteurs de victimes, ou autrices. Heu, Est-ce qu'il peut y avoir aussi quelque chose à ce propos puisque finalement non, mais peut-être ils vont la voir en fait, ils vont la voir aussi cette fiche? si je pense être violent. Mais sûrement ils le, conscientisent pas et je pense que là, c'est dans la réglette, le violentomètre, simplement le fait de lire ceci: «Si je fais ça, je suis là, si je fais ça, je suis là». Il y a plein de gens qui ont zéro conscience, hein, ils croient qu'ils savent tous,
moi je suis vert, 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 non là tu orange et là tu rouge quoi. Enfin vraiment il faut je pense que la lecture, est aussi bien, d'un côté que de l'autre, je pense quoi. Mais ça revient aussi pour moi et ce que j'étais en train de conscientiser quelque part et parce que j'ai vécu une expérience un peu similaire pour le coup et je crois qu'effectivement ça revient à ne pas minimiser, en fait, la parole parce que je me rappelle très bien moi la fois où ça m'est arrivé. Il y avait une part effectivement de mon entourage professionnel qui était bien conscient et qui était plutôt dans l'empathie, hem et qui mesurait effectivement ce que je vivais et il y avait une autre partie qui bon, oui, bah, tu inquiète, mais bon, c'est pas si grave que ça. Ouais, enfin, c'est quand même pas normal, en fait, que je me sente en insécurité, finalement et c'est vrai que je rejoins la question du volantomètre, ça permet de repositionner, où est-ce qu'on se situe, en fait, sur le niveau d'insécurité et de violence, du coup. Du coup, on pourrait imaginer qu'on présente plus souvent ce violentomètre, genre, je sais pas, il est disponible, à l'entrée des toilettes, tu Moi, vois? je voulais vous le mettre sur l'affiche. Ouais, Comme ça, il est partout, ouais. avec les infos autour. Mmh. Mais c'est ce que j'avais pensé faire, et du coup, pour les auteurs, il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler si on pense être violent pour avoir des infos. Donc je vais vous le mettre aussi. Moi, j'ai appelé, j'ai pas attendu. Donc voilà, alors que 39 19, tu peux attendre, 1 heure, 2 heures. Et quand j'ai appelé, le monsieur m'a dit qu'il avait 2 ou 3 appels par jour Je suis, de «Je pense être violent». Ouais. c'est bien de la communiquer Oui. parce que le violentomètre, bah, là, plus d'appels, mais Mais c'est déjà bien qu'il existe. Si la personne n'a pas conscience, elle va faire zéro action. Donc là, vraiment, c'est la conscientisation, l'étape numéro un qui arriverait de violentomètre. Mais une fois: «Ah putain, j'ai fait ça». Je suis: «OK, d'accord, c'est pas bien, mais c'est quoi l'étape d'après du coup? Qu'est-ce que je fais?» Tu vois? Et le fait d'avoir l'action qui vient derrière avec un numéro, je trouve c'est pertinent aussi, tu vois? En fait, il y avait une campagne de communication qui disait, «Si vous vous sentez en colère, que vous savez pas quoi faire, en fait, appelez le numéro de téléphone. Si vous sentez que vous avez pété un câble, au lieu de faire n'importe quoi, appelez le numéro de téléphone». Et du coup, il y a aussi des associations pour les auteurs de violences où ils peuvent aller, avant de faire des bêtises. Ça s'appelle les CPCA, c'est Centres de prise en charge des auteurs, qu'il y ait une condamnation ou pas, ils peuvent se faire accompagner. Et moi non plus, je ne savais pas que ça existait, Aurélia, je te vois. Ouais. Ça se fait que même nous, même maintenant, Et ben, 244 000 personnes, victimes de violences, conjugales, 6 000 auteurs accompagnés l'année dernière. Voilà. Enfin, le ratio, ça veut dire que c'est peut-être que 1 qui vraiment accompagné, quoi. Et en plus, c'est ceux qui sont accompagnés, c'est ceux qui ont été généralement condamnés. Exactement, oui. Mais un auteur fait en moyenne 3 victimes, donc on peut quand même, il y a un stage du coup pour les auteurs de violences conjugales quand ils sont condamnés, ils doivent faire un stage pour leur expliquer ce que sont les violences, les impacts et cetera. C'est 2 jours. et on sait si c'est efficace ces stages? Tu as déjà vu des stats, des machins? Les stages, je ne sais pas, mais par contre, le centre de prise en charge, oui. Parce qu'en fait, c'est un truc qui m'a fait très peur quand j'ai appris que ça existait. C'est que du coup, c'est des groupes de parole pour hommes violents, donc ils sont plusieurs hommes violents. Il y a un documentaire, qui a été réalisé par Mélissa Theriot sur les hommes violents justement, où elle va dans les centres de prise en charge des auteurs et elle les rencontre, elle rencontre les psychologues qui les accompagnent et du coup, après les stages, je crois que ça diminue la récidive par 2 ou j'ai plus le chiffre exact, mais ça fonctionne quand même parce qu'il y a de la prise de conscience. Ce qui les fait le plus prendre conscience, c'est l'impact sur les enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent pas que ça va impacter leurs enfants et du coup, quand on vient sur les enfants, ça permet de faire des prises de conscience, de dire: «Ah oui, en effet, c'est pas, mais après dans le j'essaierai de vous trouver le lien du documentaire, il y a des réactions qui sont, où on se demande s'ils vont pas ensemble se dire: «Oui, mais c'est parce qu'elle a fait», il y a un peu de ça. Mais il y en a, dans le lot, il y en a 2 où on voit qu'ils ont vraiment envie de changer et qui vont se prendre en main et pour la fiche urgence, il y a la personne qui est victime, il y a la personne qui est auteur et il y a la personne qui est, à part ou qui peut aider en tout cas. Peut-être, je sais pas si, je me rappelle peut-être pas de tout ce qu'on a écrit, mais est-ce qu'il y a, dans cette fiche un intérêt de mettre,
des liens vers une petite formation en ligne, un MOOC, quelque chose qui dit: «Comment j'aide?» Si j'entends, si au café, j'entends ou un auteur ou une victime ou voilà, comment, je peux, faire ma part ou faire avancer quelque chose. Ah, il y a moi, je connais pas de guide qui existe, déjà, que des guides internes aux entreprises. Par exemple, Super U, comme, il y a une référente qui a vraiment fait tout le travail, elle a créé un guide qui répertorie tout, c'est quoi les violences, c'est quoi être auteur, quels sont les impacts, quels sont les chiffres, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux appeler et cetera. Et j'ai travaillé aussi avec une entreprise pour construire un guide comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, mais il y a pas de guide officiel, qui existe. Il y en a un que je peux vous envoyer, mais je sais pas s'il y a les choses à faire. Mais c'est un guide de l'ANDRH. ANDRH. Donc pour les parents séparés qui continuent d'être harcelés il y a Tiers. En autre appli, il y a une application qui s'appelle AppL. Ça, c'est quand on est encore dans le foyer. Si on est en danger, on peut appuyer pareil, c'est un bouton d'urgence et ça va enregistrer l'environnement sonore, appeler 3 personnes qu'on a rentrées de confiance et leur transmettre l'enregistrement pour qu'elles puissent, venir, nous aider et l'enregistrement est utilisable comme preuve, juridique. Donc il y a cette appli et sinon il y a un bouton qui a la même fonctionnalité qui s'appelle bouton mon shérif, donc c'est un petit bouton comme ça. On met en général sur le soutien-gorge et quand on appuie longtemps dessus, ça enregistre et ça appelle les personnes. Mon shérif. Touc touc touc, ça fait beaucoup de choses, il faudra que je vous fasse un truc bien clair. Pas mettre Là, dans ton app, Eva, on pourrait y accéder, par exemple, ou ouais, il y tu a as des des trucs? elles y sont, OK. dans les ressources. J'ai rajouté peut-être des idées de mots à dire. Ça revenait aussi à ce que tu disais, Alex, qu'est-ce qu'on dit? Peut-être des idées de phrases qu'on pourrait dire pour la personne. J'ai mis là: «Je te crois» parce que, juste d'entendre ça, ça fait du bien. Mais peut-être qu'on pourrait mettre des idées de phrases à dire, aux personnes. Pour les référents, je pense que c'est une bonne idée. En fait, je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre sur la fiche et d'autres vers lesquelles on peut, renvoyer pour avoir une fiche où il y ait pas non plus trop d'infos et après avoir un comme un guide, par exemple, à construire avec, toutes les infos, à l'intérieur. Après ça me fait penser, parce qu'il y a aussi, la répétition par la communication. Alors je sais pas s'il y a une date, enfin une journée mondiale ou autre, mais en tout cas, il y a peut-être des actions aussi comme ça marquantes en termes de com, pour rappeler aussi tous les outils, pour que ça revienne à la mémoire, des, des personnes, quoi. Il y a le 25 novembre, vraiment dédié violences conjugales. Après, il y a le 8 mars, hem, mais souvent enfin, moi, ce qui va m'impacter aussi, c'est que les entreprises attendent la journée pour commencer à communiquer et en fait, bah, c'est bien de communiquer sur cette journée-là, mais moi, je leur propose de commencer à travailler et communiquer ensemble le 25 novembre sur ce qui a déjà été mis en place, mais de pas attendre la date pour commencer à faire quelque chose. Donc il y a aussi de se dire que c'est tous les jours, bah, comme, la journée des droits des femmes, hein, c'est pas qu'un jour dans l'année, c'est tout le temps, mais oui, peut-être que les dates clés en tout cas, nous, les dates clés, on les utilise pour dire: «Bah, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose pour cette date-là?» Ça nous permet d'entrer, mais À minima, mais après effectivement, il y a une communication régulière, qui doit être faite, pour rappeler et quitte si c'est nouveau, bah, je sais pas, que ce soit l'année qui est dédiée en fait à ce sujet-là. Enfin, un peu comme on a des causes nationales, beh, du coup, c'est la cause, par exemple, si on prend le cas de Super U que tu mentionnais, qui voilà, statistiquement pardon, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, une bonne partie, bah, des salariés qui étaient victimes. Donc ils se sont pris le sujet en main et puis, bah, derrière, c'est toute l'année en fait, on communique ouais. massivement, sur le sujet, par exemple. J'accompagne une entreprise aussi, c'est le sujet de l'année là, donc ils vont faire toutes les violences, mais cette année, c'est violences conjugales et du coup, je vais former des ambassadeurs, donc je vais leur expliquer un peu tout ce que je suis en train de vous expliquer. Pour qu'ils sachent, écouter, accompagner, orienter les personnes, vers les bonnes, ressources et du coup, c'est toute l'année. Ils ont le guide, ils ont un e-learning et moi, j'ai des points avec eux, plusieurs fois dans l'année pour s'ils ont des questions, s'ils ont des problématiques et effectivement, ils ont pas attendu, je crois qu'on a fait le lancement là, en février, donc il y a pas eu de date et sur 300 collaborateurs présents au webinaire de lancement, il y en a 100 qui sont devenus ambassadeurs.
Donc c'était trop bien. Donc je vous avais fait ça, moi, comme, idée de fiche, mais finalement, on a mis plein d'autres choses. Je vous avais mis le violentomètre qui est un peu flou là, les contacts d'urgence. Il y a le 115 dont j'ai pas parlé pour, si une personne n'a plus de domicile ou doit fuir, elle peut appeler le 115. Même si on pense que c'est que pour les personnes sans abri, ça fonctionne aussi, pour les personnes victimes de violences. Et il y a une association qui existe aussi, qui s'appelle Un abri qui sauve des vies et en fait, ils forment les particuliers à accueillir des mamans victimes de violences et leurs enfants. Donc, après si on a une chambre disponible, on peut accueillir quelqu'un et souvent ça va plus vite que le 115 ou un autre, endroit, je vous le mettrai. Ouais, on peut parler de de l'association, Un abri? Un abri. Et typiquement, il y a une question qui revient assez souvent, c'est si tu héberges la victime, quid de en fait, ce cercle vicieux de bon, l'auteur ou l'agresseur, c'est du coup, en tout cas, il peut savoir où est-ce qu'elle est hébergée, où est-ce qu'elle se situe? Normalement non. Normalement, non? Et normalement, il y a une loi, si une personne est violente, c'est à elle de quitter le domicile. Normalement, Oui, parce qu'elle est appliquée, je sais c'est pas. ça, la loi. Mais il y a une loi qui existe sur ça. Mais normalement, avec Un abri qui sauve des vies, les auteurs sont pas informés comme sur les, du coup, il y a des centres aussi, pour des résidences pour femmes victimes de violences, les auteurs ne connaissent pas l'adresse et les adresses sont cachées, les lieux sont cachés et du coup, ils peuvent pas savoir, à quel endroit elles sont. Et cette année, nous, à l'école primaire, ils ont refusé, d'afficher les listes des élèves, en fait, à l'extérieur. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas trop compris sur le coup, mais plus je m'intéresse à ces choses-là, plus je comprends. C'est-à-dire que, s'il y a des mesures d'éloignement ou quoi que ce soit, on veut pas que le père ou la mère, hein, sache dans quelle école est scolarisé l'enfant. Parce que peut-être qu'ils ont été enlevés d'une école, mais ils sont pas si loin et ils font le tour de toutes les écoles et ils checkent Après, toutes les s'il y a listes. l'autorité parentale conjointe, ils sont obligés de savoir où c'est, de OK. savoir où est l'école, ouais et le domicile aussi normalement. Autorité parentale conjointe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la garde C'est peut-être partagée, c'est non, différent? c'est, les décisions prises sur l'enfant doivent être prises à 2. Normalement, s'il y a eu des violences conjugales jugées, l'auteur des violences ne doit plus avoir l'autorité parentale, mais c'est très, très, très rare. C'est une loi aussi qui n'est pas forcément, appliquée. Donc là, si on il y a même s'il y a une garde partagée ou une garde exclusive, disons le papa peut, continuer d'avoir des infos, savoir où, la maman habite, dans quel, endroit l'enfant est scolarisé. Il faut qu'il ait plus du tout le droit d'avoir des infos pour que mais c'est bien aussi que les noms des enfants soient pas affichés devant le ouais. OK. Est-ce que vous, dans vos entreprises, il y a déjà des référents ou des personnes qui pourraient, prendre en charge cette fiche et puis, pouvoir, recevoir les personnes qui en ont besoin? J'ai pas de référent connu en tout cas sur, le sillon alpin, mais peut-être que je les connais pas. Peut-être que c'est le cas. Heu et je pense que ça pourra si c'est pas le cas en tout cas, ça pourra bien sûr, se mettre en place, je pense, ouais. Est-ce que ça vous va si je prends, du coup, toutes les infos qu'on s'est données ici et d'ici 2 ou 3 jours, je vous renvoie une fiche, une jolie fiche où vous pouvez mettre votre logo et que vous pouvez afficher et puis de toute façon, je ferai un compte rendu avec tout ça pour que vous ayez aussi toutes les ressources à côté. Est-ce que vous avez encore d'autres idées de choses qu'on aurait pu oublier sur la fiche? Non, mais par contre, sur la diffusion de cette fiche, Oui, je c'est ça pense que je que voulais c'est faire. important Ouais. qu'on en parle. Les avocats, ils auraient besoin d'avoir cette fiche avec eux, déjà. Déjà peut-être dans l'entreprise même, est-ce que vous savez comment on pourrait la diffuser? Personnellement, non. Et moi, je pense sincèrement que ça peut nous être, d'une grande aide, même si on n'a pas de salariés, directement. Alors pour Alex, c'est un peu plus différent parce qu'il a des équipes. Mais je pense que non, c'est d'une grande aide parce qu'on intervient du coup dans des structures, on devrait pouvoir, L'avoir avec soi? l'avoir avec soi. C'est-à-dire qu'eux ne le savent pas. Donc si nous, on a l'info, ou en tout cas d'avoir une, voilà, Déjà l'affiche déjà donc en de numérique? exactement.
Ça sera d'une grande, moi, j'ai eu un sujet là de fin d'hiver, je pensais pas que ça allait nous tomber dessus, hein. Ouais, Mais on est sur du sexisme, hein, très clairement. Donc il y a pas de violence, physique, mais c'est, moral, c'est des mots, c'est des gestes déplacés, OK. Et puis derrière, oui, c'est une ambiance qui est complètement dégradée, là. donc aussi le besoin de formation, de toutes les équipes autour. Et je pense même que pour nous en interne, bâtiment, Oui, ça serait très bien Bah, c'est parce qu'on exactement la question accueille, que je me posais. C'est un nécessaire de je dirais, de conscientisation de toutes les ouais, personnes du bâtiment, parce qu'il y en a peut-être, certaines qui étaient simplement témoins et ne savent exact, pas quoi faire. exact. Juste ceci, ben, voilà la Ouais, vraie question ici que je me suis posée sur le hub, où est-ce que je le mettrais? ouais, ouais, Exactement, et ouais, c'est quelque chose, bah, un carrément. endroit de passage, un endroit qui nous permet un peu aussi d'une certaine, parce que je pense qu'il y a un sujet qui est important, qui est le sujet, si toi tu es victime, tu sais pas vraiment où tu es, tu as envie de te mettre dans l'affiche et en même temps que ça soit un peu discret, parce que tu as peut-être honte, tu vois? De pouvoir lire: «Je suis où, de mon violentomètre», donc c'est plutôt un endroit qui, heu heu, genre on pourrait le mettre à l'entrée, c'est très cool aussi, mais à l'entrée, je vois pas quelqu'un s'arrêter: «Tiens, je regarde ceci», ça le fait pas trop, quoi. il faudrait plusieurs endroits. Et voilà, c'est peut-être la question que je me pose, quoi, c'est Bah, ou alors alors c'est autre chose, c'est simplement, bah, c'est une ressource qui est numérique et il y a un endroit qui explique: «Tu as besoin de connaître sur ceci, voici le QR code qui t'envoie au bon endroit pour que tu puisses le regarder d'où tu veux, de façon discrète, où tu veux», quoi. Il faut dépasser le juste numérique et je veux pas que ça se sache à, bah, en fait, et puis c'est c'est aussi normal et afficher on en parle son et engagement. oui et ça affiche aussi effectivement, comme Ouais. tu dis, c'est afficher aussi son engagement. Si tu es aidant ou si tu es, heu, ouais. Mais du coup, c'est quelque chose, je pense qu'il faut que les gens reconnaissent, tu vois? Le violentomètre, ça doit être quelque chose, qu'on commence à comprendre ce que c'est. Si tu l'as à l'accueil et que tu vas pas t'arrêter, mais tu ça t'interpelle et par contre, tu passes aux toilettes et l'affiche est à nouveau là, bah, là, tu vas peut-être prendre le temps de lire ce que c'était. Moi, je pense que les toilettes, c'est une bonne idée. Toilettes, vestiaires, s'il y a des vestiaires. C'est bien parce que ça peut créer le dialogue aussi: «Ah, tu vu ça?» Et puis voilà, du coup, ça discute. Donc des lieux privés et des lieux plus communs. Dans des entreprises, il y a parfois ce qu'on peut appeler les quarts d'heure sécurité ou ce genre de choses et justement, bah, ça peut être de présenter la fiche en quart d'heure et après, bah, elle est affichée sur les panneaux d'affichage, en fait, du service et ça permet de sensibiliser, via une com, orale avant. Ça peut être aussi pendant les réunions d'équipe, enfin, au moins pour dire que cette fiche est là, ça peut être une thématique, Mais en tout cas, oui, faut en apporter le sens et d'où le fait, oui, quand même de communiquer oralement, dessus pour bien expliquer, bah, ce qui se joue, derrière. Il y a aussi, bah, des formations, handicap, par exemple, qui vont durer qu'1 heure. Je pense que c'est peut-être ce pourquoi que pas tu une fais formation. déjà, Ouais. toi, Eva, mais clairement de leur proposer une formation et qu'à la fin de cette formation, tout le monde, reçoive cette fiche. Moi, ça me choque pas qu'elle soit affichée à l'entrée dans des lieux vraiment, parce que c'est pas parce que tu la regardes que tu es auteur, mais c'est plutôt parce que tu la connais pas, en fait. Donc pour moi, c'est pas parce que je m'arrête, enfin, peut-être parce que je suis une femme, peut-être que, je me enfin voilà, je me dis même si un homme s'arrête, je pense pas qu'il va c'est forcément un auteur, c'est juste: «Tiens, je connaissais pas le violentomètre, donc je regarde ce que c'est, en fait», D'avoir plusieurs endroits, en fait. Un endroit où tout le monde peut l'avoir et un endroit où on peut le regarder discrètement aussi, et ça me fait penser aussi peut-être à l'intranet, s'il y a des intranets, avec des ressources. Mais d'autant avec, enfin, le déploiement du flex office ou du télétravail, enfin, tous les salariés ne sont pas forcément sur site, donc Oui, faut aussi aller les toucher. Et après, je me posais aussi la question, bah, des relais qu'on peut avoir, type la médecine du travail, aussi et cetera. Alors ça peut être, soit en fait de la donner au médecin référent, justement ou, enfin, ce que j'ai connu, c'est que à partir d'une certaine taille, hein, notamment le médecin du travail a des permanences, en fait, dans l'entreprise et donc c'est de mettre aussi, la fiche en fait dans ce bureau, ce qui peut aussi peut-être ouvrir la parole, dans ce cadre aussi confidentiel. mais du coup, il y a des entreprises qui ont aussi des assistantes sociales. Les CSE, Oui, pour les entreprises d'une certaine taille, ils ont une obligation. Donc du coup, oui, c'est le CSE qui porte aussi ces sujets, qui devrait porter ces sujets. et les RH, du coup.
parce que Mmh. ça fait Pour les vraiment partie de leur mission et prérogatives. OK. Moi, je pensais aussi à l'entretien de parcours professionnel, Mmh. C'est une bonne idée ça. heu, où là, c'est très normé et ça peut être l'occasion, de donner cette fiche ou d'en parler en en one to one avec son manager, sa RH selon, le dirigeant. Mmh. C'est une super bonne idée. Deuxième partie, je vous propose qu'on construise ensemble un protocole, pour, si jamais vous êtes concernés, qu'est-ce qu'on fait? Si ça arrive dans l'entreprise ou dans votre entourage, comment est-ce qu'on peut, proposer quelque chose? Donc j'ai défini 4 parties. Il y a repérer, écouter, proposer et orienter et je voudrais voir avec vous, si vous avez déjà des idées. Moi, j'en ai plein à vous proposer, mais comme tout à l'heure, vous avez déjà proposé plein de choses. Il y a plein de choses que peut-être vous faites déjà et qu'on pourrait mettre en place ensemble, mais pour avoir un document clair à la fin, avec vraiment 4 étapes prioritaires, pour accompagner les personnes qui sont victimes de violences conjugales, dans les entreprises ou autour de vous. Sur repérer, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous avez des idées? Hem, on peut partir sur les différents types de violences, parce que finalement, à chaque type de violence, il va y avoir des impacts. Donc on peut essayer de réfléchir comme ça ou si vous avez d'autres idées, bah, je note tout et puis après je vous ferai un résumé pour les grandes lignes. Je vais commencer sur le repérer, c'est pas forcément le plus simple, je pense que repérer, bah, très souvent, c'est le non-verbal, la les expressions, je dirais, le être dans le présent ou pas dans le présent. Quand on n'est pas dans le présent, c'est quelque chose qui tourne dans la tête, hein, c'est souvent ça le truc. Heu, En mode simple, je dirais, il y a que ça, bon, à part les choses obvious, avec un cocard, bah, c'est un peu plus, voilà, c'est plus visible généralement, mais c'est le moral qui me fait un peu peur de pouvoir le repérer, quoi. Enfin peur, que je ne sache pas le repérer. Tu es habitué à une enfin, tu vois, à des traits de caractère, à une personnalité et puis là, la personne, soit elle se ferme, soit c'est plus, les mêmes échanges. Il y a le non-verbal parce que il y a des choses qui ne sont pas dites, ça peut être fuyant, mais aussi dans la manière vraiment, vraiment Ouais, le mais comportemental. j'aime bien ce que tu dis parce que souvent on me dit: «Oui, si c'est quelqu'un qui s'isole, qui parle moins aux Mmh. autres, qui reste un peu tout seul», mais en fait ça peut être ça Mmh. et tout son contraire. Ça peut être quelqu'un qui est, normalement qui reste un peu seul et qui finalement va chercher beaucoup de compagnie tout le temps. Ça peut être quelqu'un qui paraissait, normal, neutre et puis qui tout d'un coup est très expressif, rigole beaucoup, cherche beaucoup l'attention ou inversement, bah, quelqu'un qui se met un peu plus de côté, mais c'est vraiment le changement de comportement qui est important, où on voit que c'est plus la même personne en fait, qu'elle change, directement. Est-ce que vous avez d'autres idées? Ouais et ça c'est en lien aussi avec le changement de comportement, mais ça peut être, bah, du coup, enfin, ce que tu disais, une personne qui était plutôt ponctuelle, assidue à son poste, bah, ça peut être des retards, bah, plus fréquents, de l'absentéisme, bah, une baisse justement d'assiduité, entre guillemets, «de performance», enfin, au poste, enfin, de l'inattention, enfin, des erreurs qu'elle ne faisait pas avant, ça peut être des petits indicateurs finalement qui peuvent être liés à cette situation ou pas, mais en tout cas, ça vaut le coup de s'y intéresser, d'interroger qu'est-ce qui amène à ce changement? Là, c'est un cas qui correspond pas à ce sujet-là, hein, mais dans une de mes startups, il y avait un sujet qui était plus lié à l'alcoolisme cette fois-ci. Le truc qui a permis de le repérer très vite, c'est la gestion des émotions. Heu, le fait que, cette personne arrivait de moins en moins bien à gérer ses émotions et je pense que ça peut être le même symptôme dans ce cas-là. Une petite remarque qu'on fait comme ça qui normalement passe anodine, ça part en: «Tu m'énerves», machin et cetera, quoi. C'est chut, ah, ça je détecte, là il y a un truc. Normalement non, ça devrait pas soulever autant de véhémence. Il y a l'absentéisme, il y a le présentéisme aussi.
Quelqu'un qui va rester plus longtemps au travail parce que finalement au travail, je suis en sécurité. Donc je vais rester plus au travail. Je vais rester plus au travail aussi parce que, mon ex-conjoint ou conjoint regarde mon téléphone, mon ordinateur. Donc du coup, je vais rester au travail pour faire des démarches administratives ou je vais en faire entre midi et 2 pour pas parce que je sais qu'il aura pas accès à mon bureau, au travail et j'ai aussi entendu des personnes qui du coup cachaient des documents au travail, donc dans leur tiroir, du boulot parce que, on a parlé tout à l'heure des violences administratives, donc ça peut être garder ses fiches de paye, son livret de famille, ses papiers et ça, je peux les garder au travail parce que je sais qu'il n'aura pas accès. Donc ça peut être ça aussi, quelqu'un qui amène plein de choses, au travail, qui ramène des classeurs et cetera pour les mettre dans ses dossiers, pro. Du coup, ça peut être aussi ça de rester plus au travail. Il y a, la notion du téléphone aussi. Quelqu'un qui est beaucoup plus sur son téléphone, qui va beaucoup passer des appels, qui va beaucoup plus répondre à des messages et cetera, ça peut être un signe de harcèlement. Du coup, quelqu'un qui m'envoie des messages toute la journée, donc je me sens obligée de répondre. Je vais m'isoler pour téléphoner. Pour vous donner une anecdote personnelle, moi, il voulait que je garde mon écouteur pour pouvoir, m'appeler et que je décroche tout de suite. Donc je gardais tout le temps un écouteur et je mettais mes cheveux, par-dessus. Donc ça peut être ça aussi, voilà, d'être surconnecté, pour être toujours disponible, en fait, pour la personne. Ça peut aussi alerter, sur ça. Donc le téléphone, je pense que c'est un oui. Est-ce que une personne qui s'isole de la jante masculine, par exemple, parce qu'elle sait parce qu'elle peut être questionnée, bah, du coup, à quel homme tu as parlé, aujourd'hui et voilà, qui veut pas avoir entre guillemets «de représailles» derrière, est-ce que ça peut être aussi un Oui, ou ça peut être aussi quelqu'un qui a peur des hommes parce que subit des violences, de la part de plusieurs hommes et ça peut être aussi quelqu'un qui a peur du conflit. Moi, comme je travaillais en mutuelle, j'avais souvent des clients qui arrivaient énervés et incapables de gérer, toute personne qui arrivait en étant un peu, remontée. C'était hyper difficile pour moi, même dans les transports, s'il y a toujours des gens qui crient et cetera, ça me faisait super peur. Donc avoir peur de quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui monte le ton, qui monte la voix, ça peut être ça aussi. Et puis c'est pas forcément, juste ça ou juste ça ou juste ça, il faut aussi voir un tout. C'est des faisceaux. Ouais, Quand il y c'est a ça, plusieurs qui concordent, ça exactement. ding ding, Mmh. il faut repérage. Et du coup, dans ce cas-là, disons que vous avez repéré, plusieurs signaux. Je vous en compléterai parce que j'ai une bonne, liste avec plein de choses, je vous en mettrai plus. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Si vous repérez ça chez un ou une collègue, comment est-ce que vous pourriez faire? Si vous voulez, on peut faire, 3 cas différents. Un cas où vous repérez, vous allez parler à la personne et vous avez l'impression qu'elle est vraiment fermée et qu'elle ne veut pas en parler, mais vous avez repéré quelque chose, qu'est-ce que vous pourriez faire? Le réflexe numéro un, c'est simplement: «Écoute, j'ai repéré ceci, si tu as envie d'en parler, sache que la porte est ouverte» et aucune injonction de: «C'est obligatoire, c'est machin». Si tu en ressens le besoin, heu, c'est OK, voilà. Et je pense qu'il faut, juste faire c'est très difficile, je pense, pour toutes ces personnes-là de faire ce premier pas et il faut voilà, la porte est ouverte, heu et tu décides de la prendre quand tu veux la prendre. Si tu veux pas la prendre, c'est OK aussi. Pour Et compléter, je vais donner la mise en confiance. Ici, c'est, c'est vraiment être, la personne de confiance. et c'est, de dire ce genre de phrase, la personne, c'est quasi sûr qu'elle va pas se confier tout de suite. Par contre, de savoir que vous lui avez dit une fois, 2 fois, 3 fois, il y a un moment où elle va se dire: «Ah mais en fait, il m'a dit que si jamais je voulais en parler, je pouvais lui en parler, donc je sais que cette personne-là est aussi prête à m'écouter» et c'est ça qui va créer le déclic, une 1re fois. Il y a aussi une question que vous pouvez poser si vous vous sentez de la poser, c'est, est-ce que tu vis ou est-ce que tu as vécu des violences? Et c'est ce qu'on disait au début de savoir utiliser les bons mots parce que, de dire le mot violence, la personne va savoir qu'on est à l'aise pour en parler et du coup, ça donnera aussi plus de confiance, pour aller en parler la prochaine fois et de dire: «Voilà, je sais qu'elle ose utiliser les termes». Il y a des personnes qui n'osent même pas prononcer le mot.
Donc c'est bien de pouvoir en parler à quelqu'un qui est à l'aise pour en parler. C'est un très, très, très bon point. Donc la question Est-ce que toute la question, c'est justement, c'est de savoir, comment on peut, répondre, en fait? On ne sait pas trop quels mots on peut utiliser, lesquels il faut pas utiliser. C'est, c'est vrai que là-dessus, même si on dit: «Voilà, je suis là» et cetera, on est là pourquoi? Et c'est moi, je trouve que c'est très bien que tu nous donnes des conseils sur les mots qu'on peut utiliser, et on parle pas de seulement de violence conjugale tout de suite. Violence, le mot, après, oui, puisque ça voilà, peut tout être ça autre laisse chose. ouvert Ouais. aussi autre chose, hein, de toute façon. Mmh. C'est comme au premier secours en santé mentale, en fait, on nous explique que quand quelqu'un a des idées suicidaires, il faut oser poser la question: «As-tu des idées suicidaires?» C'est pas ça qui va lui donner l'idée: «Ah bah tiens, j'avais pas pensé, peut-être que c'est vrai, je devrais aller me suicider». Justement, au contraire, de mettre des mots, en fait, aide la personne à réaliser ce qui est en train de lui arriver et potentiellement, elle va être amenée à plus s'ouvrir. Pas forcément, elle peut ne pas vouloir parler plus, mais il faut mettre des mots dessus. Donc je pense que c'est bien aussi pour le terme. Du coup, violence, tu dis pas: «Est-ce que tu subis des violences conjugales?» mais des violences. Tu t'arrêtes là. Ou est-ce que c'est maintenant ou est-ce que ça s'est passé aussi OK. avant? Est-ce que tu as subi ou est-ce que tu subis des violences? Donc ça peut être quelque chose qui est arrivé plus tôt. Après, si c'est une personne qui effectivement va vous dire, bah, du coup, vous posez la question et elle vous dit: «Oui, effectivement, voilà, il se passe ça dans ma vie, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça». Qu'est-ce que vous pourriez faire à ce moment-là? Déjà, je crois que la première étape, c'est de demander comment on peut aider nous. Parce que peut-être cette personne, elle a déjà une idée ou en tout cas, on montre qu'on est ouvert. Et puis après, bah, je pense que c'est justement faire référence au type de fiche protocole d'urgence qu'on aura, établi donc référé, orienté. Ah bah non, tu l'as mis, orienté, donc ça veut dire que c'est différent. Ah bah, tu Oui, vois, si, ça je en fait sais partie, c'est à la fin. ah OK. Hem, sur le comment je peux t'aider, moi, je suis un peu partagée. Hem, parce que ça va être des personnes qui ont déjà plein de trucs dans leur tête. Donc quand on leur dit: «Comment je peux t'aider?» en fait, c'est dire: «Oh là là, alors qu'est-ce que je veux là? J'ai besoin de quoi? Je sais pas en fait, je suis complètement perdue», donc ça peut mettre une charge supplémentaire. Donc ça peut être proposer, selon ce que la personne vous a dit, proposer des choses plus concrètes pour l'aider. Donc si c'est une personne où vous voyez que, bah, il y a des enfants par exemple, c'est compliqué d'aller porter plainte, c'est compliqué d'aller chez le médecin, c'est compliqué d'aller chez l'avocat. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Est-ce que tu veux que je garde tes enfants, pendant que tu y vas? Des choses un peu toutes simples. Est-ce que tu veux que, après ça dépend du niveau d'entente aussi avec la personne. Si on est manager, c'est peut-être pas pareil que si on est simplement collègue, un peu amis. «Est-ce que tu veux que je passe chez toi? Est-ce que tu veux qu'on aille boire un café?» mais moi, je préfère proposer des choses plus concrètes pour pas que la personne ait encore à réfléchir à de quoi j'ai besoin, parce qu'en fait, en général, on sait pas. On sait pas de quoi on a besoin tout de suite. Par contre, ça peut planter une graine et au moment où elle se dit: «Ah bah tiens, merde, je sais pas comment faire ça. Ah, elle m'a proposé Oui, son aide». exactement. Donc c'est mieux que rien, mais je Ouais. comprends ton point. Et accompagner quelqu'un pour, aller porter plainte, c'est, hyper précieux parce qu'on peut attendre, 4 heures, 5 heures et quand on est tout seul, le nombre de fois où on a envie de repartir. Moi, j'ai des copines qui venaient avec moi et juste elles me faisaient des blagues pendant des heures et c'était trop bien parce qu'après quand le policier arrivait, en fait, je rigolais parce qu'elle m'avait fait des blagues mais au moins j'avais pas passé 4 heures à stresser, à ressasser tout mon truc et après on partait, elle m'attendait et après elle rentrait avec moi et ça faisait vraiment du bien donc ça peut être aussi de ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider dans ta famille, dans ton entourage? Est-ce que tu as des proches, des amis qu'on pourrait appeler, qui pourraient venir avec toi? Ça peut être ça aussi, de savoir si la personne est entourée ou pas. Du coup, quand tu parles justement d'aller porter plainte, vu que tu es au commissariat et que peut-être tu vois tout ça, est-ce que toi tu peux témoigner? Enfin, est-ce quelque chose que tu peux proposer ou c'est plutôt à toi-même de faire la démarche? Comment ça se passe? Sur les témoignages, on peut témoigner quand on a vu quelque chose. Par contre, si on a entendu dire quelque chose, ça va être des faits rapportés, donc en général, c'est pas pris. Par contre, tout le monde peut faire des attestations de témoins, mais il faut vraiment citer des faits. J'ai vu que tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, elle est arrivée en retard. J'ai vu que tel jour, tel jour, tel jour, elle avait, des signes, de violence. J'ai vu, que, tel jour, elle m'a envoyé un mail en me disant ça. Voici en fait, il faut vraiment que ce soit des preuves concrètes parce que si on dit,
J'ai eu l'impression qu'elle se sentait ça passera pas et ça va pas forcément aider. Par contre, l'accumulation de témoignages avec des faits réels, ça va aider, en tant que victime de violence, on essaye d'avoir le plus de témoignages, mais de choses qu'on a vraiment vues soi-même, pas de choses qu'on a entendu dire ou qu'elle nous a racontées. Mais je peux peut-être mettre le lien vers l'attestation de témoignage, puisque ça, c'est un truc tout simple que tout le monde peut faire. Et par contre, il faut donner sa pièce d'identité. Parfois, ça peut faire peur, donner son nom, prénom, numéro de téléphone, être potentiellement rappelé après par les policiers. OK. Tout à l'heure, on disait, «Je te crois». Ça peut enfin, ça change tout d'avoir quelqu'un qui nous dit que: «OK, je te crois, ce que tu me racontes est compliqué et je te crois». Je Ça pense que change. c'est vraiment dans la posture et dans la phase écoute. Dans la phase écoute, faut surtout rien proposer, je pense, et il faut laisser le temps que la personne, entre guillemets, «dépose ses valises», un peu plus qu'une valise, quoi. Heu, en simplement lui donner un moment: «Je t'écoute, je suis là pour vraiment que tu puisses t'exprimer» et cetera, et on est à la limite, je ne vais pas dire enquêteur, parce que c'est pas notre rôle, c'est plutôt simplement le fait que la personne puisse déposer déjà pas mal de choses dans un contexte, je dirais, neutre, sécurisé, confidentiel et cetera, avec, quelques petits, bah, ça donne déjà quelque chose qui va permettre de récolter, voilà, si cette personne est un peu formée, si c'est par exemple, la personne référente sur ce sujet-là, bah, très vite, elle saura mettre le curseur sur le truc, elle pourra orienter de façon beaucoup plus efficace, et je pense que l'écoute est la phase, moi, que je verrais qui devrait durer le plus de temps. Simplement pour pouvoir poser un espèce de, je ne veux pas dire diagnostic, c'est très, très mal, c'est un mauvais terme, mais voilà, comprendre, à quel niveau on est, quoi. Et c'est aussi, surtout quand la personne va commencer à se livrer, c'est des personnes qui ont besoin de parler. Donc, de laisser, la parole, c'est des personnes qui sont souvent pas entendues, pas écoutées. Donc juste de montrer que vous êtes là, que vous écoutez, que vous prenez le temps, ça fait du bien, bah, pour la personne qui va en parler, d'avoir enfin quelqu'un à qui, pouvoir dire quelque chose. Ce que, vous pouvez dire aussi, hem, c'est, «Moi je suis moi je suis là pour t'écouter». J'aurais pas toutes les solutions. Par contre, je connais alors soit je connais une personne qui pourra t'aider et si tu veux, on la contacte ensemble. Soit je peux t'aider à chercher, mais aussi à ce moment-là, pour vous poser la limite de, bah, je pourrais pas passer 1 heure par jour à t'écouter. Mais par contre, il y a d'autres solutions qui existent. Ça, on va aller après d'en proposer, mais de pouvoir dire, et je pense que c'est ce qui fait peur dans le monde du travail, de trop, mêler, perso, pro et cetera, mais de poser aussi votre limite à un moment où peut-être que ça sera un jour où vous aussi vous êtes pas forcément, hyper bien, de dire: «Bah, aujourd'hui, je sais que tu peux aller voir telle personne». Ou hésitez pas aussi si vous le sentez pas, à orienter vers la bonne personne, qui pourra écouter, et je pense que c'est bien pour pas vous mettre en danger aussi, vous protéger aussi de ce côté-là. Je pense depuis tout à l'heure à, une situation qu'a vécue une collègue. Alors moi je l'ai pas vécue parce que j'étais pas encore dans l'entreprise, à ce moment-là. Mais il y a une de mes collègues dont sa meilleure amie donc travaille dans l'entreprise et qui, bah, malheureusement s'est suicidée, et bon, de ce que m'a dit ma collègue, c'était suite à des violences conjugales pour le coup. Et la question que je me pose et l'idée n'est pas en fait de reporter l'écoute sur un autre salarié en qui la personne aurait confiance, mais c'est par exemple, enfin et là je me positionne en posture par exemple RH, on sait qui enfin voilà, on a remarqué des faisceaux, hein, qu'on a énumérés. On a dit à la personne: «Voilà, je suis à ton écoute et je te croirai, par rapport à ce que tu disais». Enfin bon, bref, la mettre en confiance dans la posture et cetera. Mais malgré tout, si cette personne ne pousse pas cette porte et ne prend pas cette main tendue, comment en fait, entre guillemets, on peut, via le réseau professionnel proche, en fait, aussi, beh, ouvrir, en fait, ces cellules d'écoute et par exemple dire: «Écoute, j'ai constaté, bah, que cette personne n'allait pas bien. Je sais que vous êtes proches. Est-ce que tu as remarqué des choses?» Et l'idée n'est pas, en fait, d'aller chercher des questions, mais en tout cas d'éveiller peut-être quelque chose et de rappeler, bah, justement, bah, la le protocole, les outils, enfin voilà, tout ce qu'on a à disposition pour que la personne puisse parler, hem à quelques personnes que ce soit, mais en tout cas, voilà, sortir de sa situation. Voilà et c'est une question que je me pose là depuis tout à l'heure, c'est, enfin, est-ce que c'est juste, entre guillemets «quelque part», enfin, finalement? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque victime aura sa temporalité. Donc, la moyenne des départs
heu avant de quitter définitivement la personne, c'est 7. Ça veut dire que la personne va partir 7 fois, revenir 7 fois avant de réellement partir. Mais par contre, chaque graine que vous allez planter, ça va avoir un déclic à un moment donné. Alors pas forcément, nous, on aimerait que la personne puisse partir tout de suite, être tout de suite en sécurité et cetera, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a tout le j'ai pas expliqué au début, je pourrais le rajouter pour les prochaines fois, mais, en fait, les violences conjugales, ça suit un cycle. Donc il y a toujours, une phase de tension, où l'autre personne dans le couple est un peu bizarre, on ne sait pas pourquoi, on marche sur des œufs et cetera. On essaie de trouver pourquoi la personne ne va pas et faire plein de choses, mais tout ce qu'on fait, ça ne fonctionnera pas. La personne sera toujours pas bien et juste après cette phase, il y a toujours l'explosion de la violence qui peut être, verbale, physique, sexuelle, enfin, c'est une phase d'explosion de violence, pas forcément physique et après cette phase-là, il y a toujours une phase d'excuse. Et de justification: «Oui, désolée, c'est parce que j'étais fatiguée, c'est parce que je suis malade, c'est parce que ça va pas au travail» et cetera et une phase de lune de miel où là, «Je recommencerai plus jamais. Allez, on va au restaurant, je t'achète un cadeau, je m'occupe plus des enfants». Enfin, plein de choses qui font et c'est cette phase-là où on se dit: «Ah bah, en fait, c'était qu'une fois» et après ça recommence et en fait, le cycle là peut durer, 1 journée, comme il peut durer, 1 mois, comme il peut se répéter, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la même journée et c'est pour ça que selon, le moment où vous allez parler à cette personne, peut-être qu'elle sera dans une phase, de lune de miel où elle se dit: «Bah, tout va s'arranger», parce qu'on a toujours espoir que ça s'arrange et mais du coup, de connaître ça aussi, ça va vous permettre de dire qu'il faut répéter jusqu'à ce qu'il y ait le déclic, en se disant: «Ah bah, elle m'a dit qu'elle m'écoutait. Ah, elle m'a parlé d'une association. Elle m'a parlé d'un numéro de téléphone» et à ce moment-là, ça va être, ça va pouvoir s'activer mais j'ai écouté des professionnels de santé qui disaient que pour eux, c'était difficile que les femmes partent pas tout de suite, parce que c'était compliqué. Mais en fait, elles peuvent pas partir tout de suite déjà parce qu'il y en a qui ont plus aucune ressource financière, qui ont perdu complètement confiance en elles, qui ont été isolées, de leur famille, de leurs amis. Donc ça va prendre un certain temps, mais d'avoir plein de typique de rappel, c'est une personne qui va me parler au travail, une qui va rester, tout le temps avec moi, même quand je vais pas bien, qui va continuer de me parler, la fiche urgence, plein d'accumulations de choses, un témoignage que je vais voir sur les réseaux sociaux, et tout ça va faire qu'à un moment, ça va pouvoir débloquer la situation, avant Mais quelque part, c'est d'avoir un petit peu des veilleurs, justement de la personne. Enfin, je sais pas si le mot est bien choisi, mais, enfin, c'est ce qui me vient en tout cas et même on peut en parler de la médecine du travail, de l'assistance sociale et cetera et enfin, en tant que RH, on est en lien avec la médecine du travail, donc on peut potentiellement aussi alerter le médecin sur, tous ces faisceaux d'indices, en fait et voilà. Si toutefois la personne, souhaite l'aborder, en tout cas, et sans encore une fois rompre, aussi le secret médical, la confidentialité et cetera, mais, en fait, semer les graines, pas qu'auprès de la personne, mais aussi d'autres personnes de confiance qui peuvent aborder finalement le sujet, avec. mmh, Il y a aussi le contexte international. Heu, quand, des personnes sont pas forcément du pays, dans lequel, elles habitent, elles ont des enfants et un mari et elles subissent des violences conjugales. Je pense qu'il y a aussi, la problématique de, je suis pas dans le pays, que je connais bien administrativement parlant, même si j'y travaille, même si et cetera. Est-ce que là-dessus, enfin voilà, on en a pas parlé sur la fiche urgence, ça me fait penser à maintenant, enfin voilà, j'y repense maintenant, mais voir s'il y a des spécificités vis-à-vis de ces personnes-là. je sais pas à Chambéry, je vais me renseigner. Mais voilà, je pense qu'on a déjà tellement de choses avant à traiter avant qu'on arrive à ce niveau-là. Si moi j'avais à faire une fiche, On peut voilà, pas mettre toutes les permettons spécificités. oui, non, il y a sûrement des choses à faire si voilà, j'avais 50 dans mon bâtiment de japonaises, voilà, je me poserais la question. Je pense que déjà avoir le le niveau zéro de la formation, j'adorerais avoir ça. Et il y a dans écouter, il y a aussi quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est de si on vous mentionne vraiment des faits, graves, de dire: «En fait, ça, c'est interdit par la loi et c'est grave». Heu, pas que la personne parce que des fois, les personnes vont avoir tendance à minimiser les faits aussi, mais qu'on leur dise que c'est quelque chose qui n'est pas possible, en fait, et que c'est grave et que c'est puni par la loi, ça peut avoir un impact de dire: «Ah bah, je suis légitime, en fait, à aller porter plainte, à aller faire une démarche». Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent: «Non, mais
«En fait, moi, je suis pas concernée, moi, c'est pas pareil, moi, il m'a jamais tapé». Et en fait, il y a des choses qui sont, le harcèlement, c'est interdit, les violences verbales, c'est interdit, les violences sexuelles, c'est interdit. Donc se dire, de pas mettre de degré, enfin de pas hiérarchiser les violences, ça c'est très grave et ça c'est pas grave, mais de dire: «Voilà, ça c'est grave, tu as bien fait de m'en parler et ça peut être puni par la loi». Ça pose aussi un cadre de dire, que la personne est légitime d'avoir peur, d'en parler. Donc la personne qui écoute, je pense qu'elle doit elle doit avoir le violentomètre. Mmh, Elle doit le connaître, parce qu'à un moment donné, pour pouvoir faire ce retour-là, attends, pour regarder maintenant le curseur où ça se situe. Là, tu es ici, ce que tu viens de me dire. As-tu conscience que ça, c'est répréhensible par la loi, tu vois? Enfin, simplement le pointer de façon objective et à la limite le document, ce document-là, sous les yeux pour qu'on ait une référence, extérieure, inopposable. Ça, c'est vraiment ce que dit, le texte de façon simplifiée. Je pense que c'est une bonne pratique d'arriver avec ce document-là si on sait qu'on va avoir un sujet comme ceci, quoi. Moi, j'ai envie d'ajouter un truc sur le fait d'écouter. Il y a, vraiment une question de non-jugement, ouais, je l'ai écrit sur le oui. hem, Je l'ai écrit, mais je l'ai pas dit, c'était avec parce que ça m'a fait penser, ouais. ouais, parce que, des fois, on peut se projeter et se dire: «Bah, moi, à sa place, je serais déjà partie» ou «J'aurais jamais accepté ça» et en fait, on va avoir tendance à avoir des réactions où la personne, après, elle va avoir honte, elle va plus forcément oser en parler. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai sujet autour du non-jugement, autour aussi de la patience, parce que ça fait peut-être, 100 fois qu'elle vient nous voir pour nous dire, «Je me suis fait frapper» ou «Il m'est arrivé ça» et on se dit: «Putain encore elle le cherche», enfin à force de rester là, enfin c'est des choses que j'ai déjà pu entendre et qui peuvent être d'une violence inouïe et on s'en rend pas compte, quand on vit pas la situation. Du coup, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de l'écoute et de la réaction qu'on peut avoir voilà, donc je disais la patience, la non violen la non, le Le non-jugement non-jugement. et C'est je pensais à autre c'est une chose question aussi. de posture. Une posture vraiment de: «Je suis pas là p vraiment, je suis juste là pour t'écouter. Tu me dis et je récolte». Voilà, c'est Et le respect de là où elle est prête à aller, de jusqu'où elle est prête. Parce que si on va un peu trop vite et ben, on risque de lui faire peur ou voilà, il peut y avoir aussi de la honte et je pense qu'il y a un même si on voit que c'est grave et qu'il faudrait qu'elle intervienne, quelque part, on n'est pas sa mère, on n'a pas la responsabilité, de la personne, il me semble et c'est à elle, au bout d'un moment, de faire ses en Son fait, on peut pas chemin. aider quelqu'un qui ne souhaite Mmh, pas l'être, qui n'est pas prêt à être aidé, en fait. carrément. Il y a C'est là toute la différence, oui. C'est là de la complexité entre, la phrase sur, le fait que tu, non assistance à personne en danger et le fait d'aider mmh. et comment on jauge ça, ça je pense que c'est ça vraiment qui est complexe. Après sur la phase urgente ou pas, normalement, c'est plutôt à la police de juger si c'est une vraie phase de danger ou pas. Ils ont toute une grille, où ils posent des questions et ils cochent, si la personne vous dit qu'elle s'est fait étrangler, il y a des risques qu'elle se fasse, tuer, plus tard ou qu'il essaye de la tuer plus tard. Enfin, il y a des signes vraiment s'il y a eu de la violence, sur des animaux, c'est aussi des signes qui sont précurseurs des féminicides. Enfin, il y a toute une grille où là, vous pourrez pas poser toutes ces questions. Mais, ça peut être des choses qu'on dit, si je retrouve, je peux vous envoyer aussi, ça fera peut-être beaucoup d'infos. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui, je pense, ça vous viendrait pas à l'esprit, mais juste pas prendre parti pour l'auteur. Heu, genre, «Mais tu étais habillée comment? Mais qu'est-ce que tu as dit?» C'est tout bête, je vous le dis là comme ça, mais en fait, c'est des choses, «Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il fasse ça?» Enfin, il y en a qui, en fait, vont poser ce genre de questions. Donc je le dis, même si je sais très bien que vous le ferez pas, mais, voilà, faire attention aussi à pas, même sans faire exprès, ouais, c'est ça. C'est ça, pas rajouter de la violence. Pour, ce qui était de proposer, je vous ai mis des idées aussi, hem, de choses que font des entreprises, qui sont engagées dans la lutte contre les violences. Ça peut donner des idées de choses qu'on peut mettre en place dans son entreprise. Des congés spécifiques, c'est, avoir des congés qui sont pas comptabilisés pour aller porter plainte, aller chez l'avocat, aller chez le médecin. Les cellules d'accompagnement, il y a des cellules d'écoute, des numéros qu'on peut,
à quelles certaines entreprises peuvent, souscrire, pour tous les accompagnements psychologiques en fait où, bah, tiens voilà, il y a ce numéro d'écoute, tu peux appeler ce numéro d'écoute. Bah, la formation stand-up, elle est là. Il peut y avoir, il y a des aides spécifiques, par exemple, payer des nuits d'hôtel pour mettre la personne en sécurité pour qu'elle puisse partir de son domicile, de la garde d'enfants d'urgence, des campagnes de sensibilisation, du soutien juridique, des heures spécifiques pour, pouvoir partir un petit peu plus tôt aménagées. Il y a plein de choses qui sont mises en place par d'autres entreprises. Donc ça peut être aussi ça, donc voilà, moi dans l'entreprise, il y a ça qui est possible. Tu peux, contacter telle personne, demander ça, donc ça peut être aussi ça que vous pourriez avoir d'en proposer. Heu, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça, c'est les exemples de ce que certaines entreprises font, mais il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que vous, vous avez des idées, je sais pas, à l'APEC, s'il y a des choses qui sont peut-être pas dédiées violences conjugales, mais qui peuvent être appliquées à ce contexte-là? Comme ça, pas directement. Oui. Moi déjà, de façon très pragmatique, la fiche, qu'on a fait en place, en fait, je pense que c'est déjà, répondre à beaucoup de choses. Parce qu'il y a voilà, chaque territoire a ses propres réponses à ce problème-là et juste savoir, bah, comment on oriente, on détecte machin et on oriente les personnes, j'ai l'impression que à ma taille de mes entreprises, voilà, je suis pas L'Oréal encore, je suis pas Kering, encore moins. Orange, je les ai déjà dépassés. Bah, je trouve que c'est voilà, moi, on c'est très évident, cette fiche-là, bien posée, bien communiquée, révisée peut-être, tous les ans ou tous les 2 ans pour qu'elle soit à jour, hein. Un peu comme la fiche sécurité, voilà, on a imposé tous les règlements, de fiches sécurité de bâtiment, quoi et ça coûte un pognon de dingue, je peux vous le dire et bah, ça, je trouve que c'est tout aussi important, quoi, il y a personne qui impose que rien, bah, tu dépenses 1 500 pour avoir juste la fiche bâtiment, bah, voilà, il y a pas de raison que tu dépenses moins pour ce genre de choses, voilà, donc remettons les niveaux au bon niveau. Mais déjà, rien que le fait de communiquer plus, de mettre en place des actions concrètes, c'est déjà un message pour les personnes victimes que en fait, elles sont entre guillemets «au bon endroit» parce qu'il y aura en fait une écoute, qui sera présente donc je pense qu'effectivement il y a mais c'est du bon sens quelque part et il faut replacer effectivement, ça dans l'entreprise. Enfin et encore une fois, c'est pas uniquement communiquer sans action derrière, c'est en fait concrètement, je suis dans le besoin. Je vais avoir quelqu'un en face et donc ça peut être effectivement, bah, derrière si on prend, bah, ce qui s'est mis en place avec le sujet du harcèlement, c'est d'avoir, bah, par exemple, ces fameux référents justement qui sont formés et qu'il y en ait plusieurs et ça peut être aussi bien des représentants du CSE que, bah, des managers ou quoi, mais en tout cas multiplier entre guillemets «les profils» pour que, en fonction de la personne, on va avoir plus ou moins confiance en quelqu'un qui vient du CSE ou quelqu'un qui est manager ou quoi, enfin, parce qu'il y a des biais en fait Oui, qui sont là aussi, donc ils vont pouvoir d'avoir répondre à ces différents plusieurs biais. personnes disponibles Ouais, pour en parler, ouais exactement. et qu'elles soient identifiées aussi, Mmh. En Savoie, il y a, une entreprise qui s'appelle Benettic, peut-être que tu les connais, Eva? Une entreprise? Qui s'appelle Benettic, Non, je les connais pas. qui sont hébergés à l'incubateur. OK, Ils font des permanences sociales, en fait, dans les entreprises. ouais, Aujourd'hui, ils ont embauché une assistante sociale en plus. Hem et je crois que c'est une obligation, je me suis pas tellement renseignée, aussi, mais pour les entreprises qui sont plus de 250 salariés, de mettre en place ce type de temps. Donc c'est Benettic qui le propose sur, une demi-journée par mois dans les entreprises et n'importe quelle personne de l'entreprise peut venir, en fait, parler de ses problématiques perso ou pro. Donc je sais pas, un divorce, des problématiques de logement, des problématiques de violence conjugale, des problématiques, quelles qu'elles soient. Donc moi je pense que ça peut être aussi un biais qui est mmh, enfin en tout cas une action qui est facilement mise en place dans les plus petites entreprises aussi. ouais, Ils le font beaucoup en fait en Savoie aujourd'hui et moi c'est super ce qu'ils font, je pense que ce serait vraiment bien de mettre en ouais, relation avec eux. trop bien. Merci, j'ai noté. Et moi, un petit appel du coude à l'APEC, ils font des super, réunions, les seniors, les femmes en industrie et tout ça, mais je pense qu'il y aurait un vrai, tu vois, il y a le vrai sujet des violences, bah, sexistes et sexuelles, violences conjugales.
Vous accueillez plein de cadres qui ont potentiellement perdu leur emploi, potentiellement par rapport à ces raisons-là. Tu as les Women APEC Week où tu as vraiment beaucoup de sujets, mais en fait, celui-là, il est pas du tout abordé. Donc je Tabou. pense qu'il Mmh. manque Mmh. aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venue. Ils ont une thématique, je sais pas si c'est tout reconduit chaque année ou pas, mais en tout cas donc moi je suis intervenue par, le biais de l'association donc Lénine, donc des Savoies, où, ils nous ont fait intervenir donc auprès donc d'un public féminin cadre. C'est plutôt Annecy qui le porte d'ailleurs et où en fait on était plus orienté sur la place de la femme au sens large. Mais pas forcément orienté sur une thématique de victime ou de violence, voilà, mais qui pourrait, dans ce cadre-là, en fait, s'inscrire. Pareil, appel du pied à Bénédicte. Trop bien et on a commencé à en parler, du coup, je pense on a dit déjà pas mal de choses. Donc après, il y aura la phase orientée pour que vous puissiez dire, comme on disait tout à l'heure: «Je suis pas compétente, ou compétent sur tous ces domaines-là». Je peux, soit t'accompagner, soit te donner le numéro de téléphone, te donner l'adresse, aller sur le site internet avec toi. Donc vers qui est-ce que vous pourriez orienter, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise? On a parlé des assistantes sociales, du CSE, des RH, des référents. Est-ce que vous voyez d'autres, choses? Oui, le médecin du travail peut être effectivement une porte. Les référents, les RH, CSE. Dans l'entreprise, ça me paraît pas mal. De nouveau, ça dépend le contexte, hein. Il y a pas mal de personnes, par exemple pour le hub, c'est très souvent des solopreneurs, voire 2-3 personnes maximum. Tout ça, ça n'existe pas et je pense que là, c'est vraiment la fiche qui va permettre de dire, en fonction de la taille de la structure, la bonne réponse adéquate en face, quoi. Qui pourrait être, les associations du coin ou si urgence, à l'échelon d'au-dessus, quoi, tout de suite. Donc de extérieur, bah, on a parlé tout à l'heure du numéro de téléphone, des assos locales. Il y a des médecins, hem, qui sont là aussi, à la fac, par exemple, à l'université de Savoie, il y a des infirmiers, il y a des médecins, autant pour les jeunes étudiants Mmh. que pour les salariés. Du coup, je vous ai rajouté aussi les applis dont on a parlé tout à l'heure, pour se sentir plus en sécurité. Donc je vous avais mis repérer les signaux, qui est référent, écouter, comment puis-je t'aider? Oui, dire que voilà, c'est confidentiel. Proposer congé télétravail, hébergement, avocat, psy. C'est vrai que le juridique, on n'en a pas beaucoup parlé. Ici, en tout cas à Chambéry, sur les avocats, les associations ont normalement des listes d'avocats référencés qui sont spécialisés, donc elles peuvent conseiller, donc elles donnent la liste, pas un ou 2. Et après, je sais que, quand on va dans les groupes de parole, généralement, on discute avec les autres et on se conseille les avocates. En disant: «Oui, elle m'a bien aidée, elle m'a bien aidée, elle était super» et cetera. Parce qu'il y a des avocats moins formés que d'autres. Et sinon, il y a la VIGE pour tous les conseils juridiques, AVIGE et CIDFF. Il y a aussi, à la maison des avocats, il y a des permanences gratuites où on peut aller poser des questions à des avocats. Donc ça peut être, intéressant et la possibilité quand on entame des démarches, bah, soit d'avoir sa protection juridique de son assurance, soit d'avoir, l'aide juridictionnelle, donc ne pas payer ses frais d'avocat pour sa démarche. Protection juridique de ton assurance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu appelles ton assurance et tu dis que tu subis des violences? L'assurance peut prendre en charge les frais d'avocat et d'ailleurs, l'association Sa Voix de Femme qui fait partie du réseau Solidarité Femmes a un partenariat avec AXA. Donc, le réseau Solidarité Femmes a un partenariat avec AXA. Ils ont une association ou une fondation qui s'appelle AXA Entraide, qui rembourse les frais d'avocat pour toutes les femmes victimes de violences, sans condition de ressources. Il faut juste avoir déposé plainte et faire une lettre pour expliquer sa situation avec sa facture d'avocat et on est remboursé. Donc il faut, avoir un petit contrat chez AXA, mais passer son assurance, habitation, auto, ou passer par l'association directement. Mais pour répondre à ta question, oui, quand tu utilises, ton assurance, enfin l'assistance juridique de l'assurance, ils ouvrent un dossier et tu dois donner, toutes tes pièces justificatives, donc ils doivent tout savoir de, de ce que tu traverses, effectivement. Ouais. On n'a pas parlé de ChatGPT et compagnie, mais est-ce que tu as eu des témoignages de femmes qui, du coup, tu vois, commencent à vraiment interagir avec,
Parce que là, moi, je vois que c'est un truc de fou, quoi. L'aide que ça apporte, en même temps, tu te dis: «Il faudrait pas que ça te donne des mauvais conseils», mais en même temps, tu te dis: «Punaise, heureusement que c'est là». Mais tu vois, on l'a pas mis dans la liste des conseils parce que c'est Non. dangereux Alors moi, je et en même regarde, temps en général, les réponses sont pas trop pires. ouais, c'est Ça ça, va. c'est pas mal, C'est hein. assez bien. En Suisse, il y a une IA qui s'appelle, enfin, c'est pas une IA, c'est un chat qui s'appelle Sophia et avec qui on peut discuter. C'est ça. C'est en anglais. Donc c'est pas encore, disponible, mais ça soutient, c'est pour soutenir les femmes victimes de violences, poser des questions, discuter. Alors, voilà, connaissant bien tous ces outils IA et cetera, je mets un peu mais les garde-fous, oui, ça permet de si ça permet de prendre conscience à la personne: «Non, non, mais est-ce que ça, c'est OK?» toi? On pose ce genre de questions. C'est en fait, peut-être que ça permet de venir, de conscientiser: «Ah oui, je suis quand même dans cette situation-là», tu vois? Parce que les IA, bien qu'ils ont été entraînés à répondre gentiment, machin et cetera, qui te flattent, à un moment donné, ils appellent quand même un chat et je trouve que ça peut être bien aussi. Par contre, ça a pas du tout été entraîné pour traiter ce genre de cas derrière donc pour, voilà, c'est quand même l'humain qui saura beaucoup mieux écouter, je te crois, voilà, tu vois? Déjà de base, l'IA ne va pas te le dire, tu vois? Heu alors, ça peut, tu vois? C'est de nouveau, il y a des postures, mais de nouveau, je dans ces situations qui sont toujours compliquées, la personnification qu'on fait de l'IA, ça reste qu'un moteur statistique très intelligent, mais quand même qu'un moteur statistique, quoi. Donc petit bémol et surtout sur les conseils et l'orientation, 9 fois sur 10, il est pas à jour, donc il y a tout un paquet de sujets qu'il faut ceci. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes et ça, je l'ai constaté il y a 10 ans dans le passé, la meilleure sonde sur l'humanité, c'était Google, quand ils faisaient leur trend chaque année. En fait, les gens osent parler avec le moteur de recherche de choses sombres, de choses compliquées, qu'il y a plein de gens qui passeront pas cette barrière, de discuter juste avec des amis ou la famille ou les parents ou et cetera. Donc c'est, n'oublions pas que pour certaines personnes, le fait que ces outils existent abaisse la barrière de l'ouverture à la parole. C'est envers une machine, certes, mais c'est mieux que pas d'ouverture du tout. Donc ne pas oublier ceci. J'ai une amie qui a créé une association qui s'appelle 125 et après et c'est pour, toutes les victimes de violences après la séparation et du coup, il y a un chat, je pense qu'on est enfin, c'est un groupe WhatsApp, je crois qu'on est 600 qui s'appelle les veilleuses justement et du coup, c'est que des survivantes de violences qui se partagent des conseils donc n'importe quelle personne peut aller sur le site internet et se demander à s'inscrire dans le groupe, WhatsApp. Il y a un petit questionnaire à remplir mais au moins ça permet d'avoir accès à que des personnes qui ont vécu la même chose partout en France et avoir des conseils, de personnes qui l'ont vraiment vécu. En fait, je pense de discuter avec, moi je le vois, avec quelqu'un qui l'a vraiment vécu, ça change aussi, les choses et on sait qu'on sera plus écouté, donc il peut y avoir ce chat aussi, je peux vous le mettre. Enfin, c'est pas un chat, du coup, c'est une communauté et il y a aussi, dans les choses qui peuvent, créer des déclics. Alors tout dépend de où la personne en est, mais c'est de regarder des témoignages parce que souvent j'ai 2 playlists de témoignages aussi et en fait, d'entendre quelqu'un qui raconte son histoire, on peut se dire, «Ah bah, ce que je vis, ça va, c'est normal», mais en fait, d'entendre quelqu'un qui raconte, ça peut nous créer aussi des déclics, mais il faut être prête à regarder, ça dépend de la temporalité. Voilà, je pense qu'on a presque fini. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous voulez qu'on rajoute encore quelque chose ou qu'on fasse un petit tour aussi pour voir ce que vous en avez pensé? Ou du coup, on s'était dit qu'il fallait bien rappeler les contextes, les signaux faibles, quelles questions se poser, les numéros de téléphone d'urgence, les chats, les applications, les numéros dédiés aux auteurs, le site arrêtonslesviolences.gouv et le violentomètre. Voilà à peu près tout ce que je vais vous mettre, joli sur une fiche. Vous pourrez mettre, vos infos à vous aussi, compléter avec si vous avez des référents, des personnes à contacter et après le protocole en 4 étapes, voilà, comment je repère, comment j'écoute, qu'est-ce que je propose et vers qui j'oriente. Est-ce que ça répond aux attentes de l'après-midi? Je trouve que c'est plutôt factuel et effectivement structuré et là où on peut, parfois se retrouver enfin, je pense que encore une fois d'accueillir, heu
une personne, voilà, qui vient, en fait, nous parler de sa situation, on peut, parfois, par exemple, rentrer, en fait, dans une très forte empathie et donc avec une teinte d'émotion et je trouve que d'avoir, enfin, ce genre d'outils et de documents, ça permet vraiment de se mettre, entre guillemets, «dans une neutralité», mais enfin, en position d'adulte, hein, si je prends enfin, les états du moi, pour le coup et donc voilà, d'accueillir dans cette posture d'écoute et de pouvoir, voilà, factuellement orienter, et accompagner, la personne selon où elle en est donc enlever, voilà, encore une fois, tout ce côté, entre guillemets, «émotionnel», pour au mieux l'accompagner, et pas être juste dans l'empathie: «Ah, je comprends ce que tu vis» et cetera et pas amener de solution, aussi. Mmh. Mmh. Ouais, moi, je voudrais te remercier pour, ce moment d'échange. Je pense que c'est capital et qu'il faudrait un autre atelier pour, la partie prévention. Parce que du coup, là, on est en réaction et il faudrait la complémenter pour, bah, comment on fait pour, pas en arriver là, en fait. Donc là, on est dans les entreprises. Bah, après, il faut passer aux écoles, il faut passer à plein de choses. Mais bon, je pense que déjà, quand tu commences dans les entreprises, c'est déjà un bon début, donc merci. Merci pour cet atelier, c'est vraiment chouette de voir ceci, que le travail proposé, voilà, de ce que ça va donner concrètement. Moi, j'aime bien avoir des objets concrets à la fin, donc là, on aura une fiche et un protocole. Je les vois bien ensemble, c'est drôle, je les vois pas séparés, je les vois bien ensemble. Heu, Complètement d'accord sur, la prévention. Qu'est-ce qui doit être fait avant? Donc il y a tout un programme sujet autour de l'éducation, éduquer les gens, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK, voilà et le niveau de OK aussi. Heu, donc preneur d'un atelier numéro 2. Je sais pas qui, mais voilà, c'est et évidemment, évidemment. Merci beaucoup pour cet après-midi. J'étais ravie, j'ai appris plein de choses. Je me suis juste dit qu'on était beaucoup de femmes et qu'en tout cas, voilà, c'était pas un sujet qui était, dédié qu'aux, femmes et qu'en tout cas, je porterai le message parce qu'en fait, dans les entreprises, il y a plus d'hommes que de femmes qui travaillent et donc finalement, voilà, c'est juste, une petite remarque que je me suis dit, «C'est dingo, voilà, c'est forcément des femmes qui sont là». Hem, voilà, c'était bien qu'il y ait 2 hommes. Mais vraiment hyper intéressant, merci et je suis sûre qu'on va faire plein de choses avec la PEC. Trop bien. Et ben, écoute, moi, je te remercie aussi, c'était vraiment, très intéressant, très riche et puis, bah, je rejoins tout le monde effectivement. Je pense que, aujourd'hui, sur ces sujets-là, on s'adresse beaucoup aux victimes et on s'adresse pas suffisamment aux auteurs ou à monsieur et madame tout le monde autour de l'éducation à qu'est-ce que la violence et quelles sont les différentes échelles qui mènent à de la violence extrême et comment est-ce qu'on peut l'arrêter déjà quand c'est, plus bas et donc effectivement, je pense que c'est si on se retrouve là, principalement entouré de femmes, c'est parce on s'adresse encore un peu trop aux victimes et pas suffisamment à l'ensemble de la population. Mais mais voilà, c'est juste une évolution, sociétale qui est en chemin, visiblement. Et je sais pas si tu as fait exprès, mais du coup, tu as un bel acronyme là pour ton protocole, repos. Parce que vraiment les victimes, elles ont besoin de repos et c'est trop bien du coup. Donc Pas si fait tu l'avais exprès. pas exploité, je pense que tu C'est trop devrais. bien. Elles vont parler de violence en général, enfin en tout cas de problématiques de ce type et pas forcément que des violences conjugales et le risque, c'est qu'elles pensent que la violence conjugale, c'est pas leur problème parce que ça se passe pas normalement. Les impacts, ils sont au travail, mais en tout cas, ce qui se passe n'est pas, en rapport avec le travail. Donc moi, je trouve que c'est un sujet qu'il faudrait, en tout cas, peut-être J'ai que ouais, tu, j'ai une autre introduises, au début de quand tu en l'atelier. parles, voilà. Parce que, il y a pas mal d'entreprises qui pourraient se dire: «Bah, c'est pas moi ma priorité, ça va être la violence en général». Comme toi, ton sujet, c'est la violence, conjugale, peut-être avoir une petite intro sur la violence en général pour après spécialiser, là-dessus et bien sûr fort sur l'impact que ça a sur le travail. Voilà, c'est ça Ouais, que je pense qui peut être intéressant. je vous ai pas, j'ai pas orienté l'atelier comme si vous étiez mes prospects. Oui. Parce qu'en fait, quand j'ai des prospects entreprises, j'ai plein de slides sur les conséquences même financières, que ça peut créer et j'arrive comme ça. Mais là, le but, c'était de vous donner des outils. Si vous avez des questions, de toute façon, je suis dispo.
Ouais, super, bravo. Merci.